Salut, ici Pierrick Forge. Annabelle Caron, Et Benjamin Racine, et bienvenue à pas sorti du bois. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je te parle des nouveautés estivales de ton entreprise préférée de nutrition pour sport d'endurance. D'abord, le tout nouveau Drink Mix Ultra Énergie à saveur d'ananas et ginseng. C'est une édition spéciale créée en collaboration avec Mathieu Blanchard et c'est vraiment bon. Aidez-moi à prouver à NAC que ça peut pas être seulement une édition limitée en commandant puis en leur prouvant qu'on en veut à l'année longue. Comme tout bon Drink Mix Ultra Énergie, ça te donne 57 grammes de glucides par 500 ml avec 250 calories, 650 mg d'électrolytes et 1000 mg de BCAA. L'autre nouveauté, c'est la nouvelle saveur de gaufre citron, un goût léger qui descend bien puis qui complète vraiment l'offre déjà en place. Je suis un gros fan de dessert au citron et la nouvelle saveur tombe pile dans mes goûts. Allez essayer tout ça en plus de vos produits habituels puis utilisez le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode la gang. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Pas sorti du bois. Et vous l'avez entendu en introduction, pas un invité, pas deux invités, 3 invités. On se fait un programme triple pour parler d'un projet vraiment très cool. Benjamin Racine, Annabelle Caron, Pierrick Forge, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci beaucoup. Bienvenue, merci. Ça fait un petit bout qu'on le prépare, cet épisode-là. On s'est parlé à la Racine d'Or, à Lac-Beauport, en février-mars dernier. Depuis ce temps-là, on a gardé le canal de communication ouvert parce que au moment où ça va être diffusé, vous allez être en train de faire un projet assez fou. Je pense qu'à la diffusion exacte, là, ceux qui en ce moment l'écoutent puis l'épisode vient de sortir, Benjamin est en train de nager puis les deux autres sont en train de vous préparer pour la suite. On pourra parler de tout ce qui est le projet sur la ligne, mais d'abord, je suis vraiment content de vous avoir. Vous avez un méchant beau projet puis je pense que ça va être bien intéressant d'en jaser. On est super content d'être ici. Merci beaucoup. Ben là, ça fait plaisir. Moi, des projets qui inspirent, des projets qui ont une vocation caritative, humaine et un dépassement de soi qui est assez fou. Là, on met ça x3. C'était certain qu'on allait faire un épisode. Dès que vous m'avez parlé du projet, j'ai dit « OK, on se met une date tout de suite, même si c'est dans 8 mois. » La première question, c'est la plus facile à répondre. Qu'est-ce que vous buvez? Pierrick commence. Moi, on y va local avec la brasserie du Bas-Canada. Donc, c'est une Pilsner allemande. Je pourrais pas te prononcer ça. Naja Light, I guess. Ça ressemble c'est un petit serpent. Fait que t'es allé local. Toujours. Les gens de l'Outaouais, souvent, Bas-Canada, je pense que c'est la microbrasserie. Il y en a peut-être d'autres, mais il semble chaque fois que j'ai reçu du monde de l'Outaouais qui me parlait de leur brasserie locale, c'était toujours Bas-Canada. On est bien fiers de notre Bas-Canada. Puis j'ai reçu Richard Turgeon à peu près 60 fois au podcast, fait que il nous a parlé beaucoup du Bas-Canada. Oh, ouais. Puis en plus, tu m'as dit tantôt que tu allais boire ça dans un verre assez spécial qui a été dur à obtenir. Exact. Je suis allé chercher mon verre du QMT de cette année après les 135 km. Donc, ça m'a pris 30 heures à avoir ce verre-là. Je voulais en profiter. Donc, ce soir, on boit dans ce verre-là. C'est excellent, tu fais bien de braguer ton verre. Félicitations pour ton QMT 135. Ça pas beaucoup à l'avoir fini. C'était tout un chantier, c'était difficile, puis je me rappelle pas le pourcentage exact qui l'a complété, mais tous ceux qui ont pris le départ, on les félicite parce que c'était ambitieux, c'était audacieux. Puis ceux qui ont réussi à se rendre au bout, on vous lève doublement notre verre. Annabelle, de ton côté, je sais pas si l'épreuve que tu viens de compléter offrait des verres, mais toi, qu'est-ce que tu bois de ton côté? Moi, l'épreuve de mon côté n'offrait pas des verres, malheureusement, mais je me suis quand même ramené un petit souvenir, là. C'est un bubbly à noix de coco qu'il n'y a pas au Canada. Donc, Très fort. On pourrait revenir tantôt sur c'était quoi cette épreuve-là. On va se garder des secrets. Là, le monde ne peut pas tout leur donner tout de suite. Fait qu'un bubbly exotique qui vient d'une région qui est hors du Québec, Canada.
Exactement. Voilà. Benjamin, j'allais dire Ben, on se connaît pas tant que ça, mais tout le monde t'appelle Ben Oui. depuis tantôt, fait que je me lance. Ben, qu'est-ce que tu bois? Exactement. Moi aussi, comme Pierrick, là, local, moi, je suis pas fort sur la bière. Fait que moi, je suis avec un Flirt, qui est même chose, une compagnie de l'Outaouais qui fait du limonade pétillante de jus recyclé, de fruits recyclés. Intéressant. Très, très cool. Vous nous amenez des produits exotiques. Moi, de mon côté, je suis allé dans le local aussi, mais de ma région. Le Noctem, qui est partenaire du podcast depuis quelques années. Aujourd'hui, j'ai une explosion. Je sais pas si c'est en référence à mes jambes présentement post-Vermont, à celle peut-être d'Annabelle post-Lake Placide, ou peu importe, mais c'est une New England IPA de mes amis Noctem. Donc, j'ouvre ça à l'instant. On va même l'entendre au micro. Je m'étais gardé ça pour le ASMR. Et voilà. Cheers à vous trois. Merci beaucoup d'être là. Santé. Et Santé. Merci à toi. Donc, avant de parler de Sur la ligne, votre projet, qui, by the way, a un branding à la Tintin qui est vraiment magnifique. C'était ma parenthèse du moment. Mais avant de parler de Sur la ligne, j'ai le goût qu'on parle de vous trois, de votre background sportif, puis de ce qui vous lie. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce projet-là? Commençons avec le début. Pierrick, je sais pas pourquoi, t'es en haut du cadran, j'ai l'impression qu'on va commencer avec toi. Parle-moi de ton background sportif qui t'amène à faire du trail comme ça aujourd'hui. Ouais, ben moi j'ai commencé beaucoup avec le ski de fond. Dans l'Outaouais, on a le parc de la Gatineau, donc c'est un peu comme un paradis du ski de fond. Mes parents, ils ont fait beaucoup de ski de fond, donc tout de suite, j'ai été impliqué avec ça. Puis, tu sais, tout au long de ma jeunesse, j'ai baigné, tu sais, dans plusieurs sports, mais principalement le ski de fond. Puis, tu sais, rendu au secondaire, j'ai décidé de faire un sec, je suis allé jouer au football. Euh, tu sais, moi, je suis 5 pieds 7, 140 livres, donc le football, c'est peut-être pas le meilleur sport pour moi. Donc, j'ai repivoté peut-être plus vers la course à pied et vers la COVID. Puis, mon père a fait plein d'ultra dans sa vie. Ça doit faire 15 ans qu'il en fait le Tour, UTMB, toutes ces courses-là. Puis, c'est vraiment lui qui m'a inspiré justement à aller me lancer sur des longues distances. J'ai commencé par QMT 50, Bromont 55, puis mon père m'a montré tout ça. Puis, l'an passé, j'ai décidé d'aller faire la traversée des Alpes. J'ai vraiment adoré faire, tu sais, une longue distance sur plusieurs jours. Donc, c'est ça qui m'amène à maintenant décider d'aller me taper le SIA en 9-10 jours, là. Puis avoir ton père faire ça, toi, ça te donne le goût. Parce que des fois, on le sait, nos proches, c'est soit un ou l'autre quand on côtoie l'ultra, puis l'intensité et la difficulté de ces épreuves-là. Toi, de voir ton père enchaîner ces immenses projets-là, de le voir souffrir, ça t'a donné le goût de dire, ben, je m'en allais souffrir moi aussi. Ben, mon père, il fait beaucoup ses courses tout seul. On l'a jamais vraiment crew. On n'a jamais vraiment été, tu sais, on va l'encourager, mais tu sais, ça jamais, on l'a jamais vu, tu sais, on n'a jamais eu besoin de lui masser les pieds ou quoi que ce soit. Puis, mon père, il écrit vraiment bien, puis il faisait des récits sur ses courses, puis je trouvais ça tellement émouvant, puis je trouvais que comme ça frappait directement les émotions de ce que tu vis dans une course d'ultra, puis c'est ça qui m'a vraiment attiré, c'est de voir à quel point tu traverses beaucoup de choses dans une course d'ultra, puis c'est vraiment ça qui m'a accroché, puis c'est sûr d'aller taper des grosses distances, puis dès que tu tapes le 3 digits sur ta montre, c'est quand même quelque chose de fun, tu sais. Donc, c'est comme un mélange de tout ça, là. C'est quand la première fois que t'as pogné les 3 chiffres sur ta montre? QMT 110 l'an passé. OK, sur le 110 l'an passé, en arrière du Mont-Saint-Anne, proche du fondeur, au moment où t'as regardé ta montre, 1-0-0, puis t'as fait, voilà, j'entre dans cette zone inexplorée et souffrante. Ouais, avec la frontale, puis je pensais que ça allait être un gros moment, tu sais, avec des frissons, puis finalement, tu regardes ta montre. Il m'en reste encore 10. Voilà, on calcule à l'opposé. Ouais. C'est très cool. Quand tu as traversé les Alpes, c'est un DGR? C'est le GR5. GR5, c'est ça. C'est de Saint-Gingolph jusqu'à Nice ou Menton. Moi, j'avais décidé de prendre Nice. C'est la version un peu plus courte, 550 kilos environ. Donc, la courte version. La courte version. C'est combien des plus, 550 km? Je pense que c'est 30 000. OK. Quand même, hein? Mais c'est rien à voir avec le SIA parce que c'est des longs cols. Mm-hmm. C'est des montées que tu vas taper genre un 3 heures non-stop. Je pense que dans le SIA, c'est plus ça va plus à des phases de singe rapides. Ouais. Donc, tu seras dans ce projet-là le coureur
On n'a pas dit c'était quoi le projet, mais on va quand même camper le titre. Donc, Pierrick, le coureur. Passons maintenant à la cycliste. Annabelle, parle-moi de ton parcours sportif à toi. Ouais, ben moi j'ai eu un parcours sportif moins compétitif que les gars. Dans le fond, ma famille a toujours été active depuis mon enfance, puis j'ai baigné dans tous les sports que tout enfant va faire, là. Ça va être le soccer, après ça on a joué au flag. Puis au travers de tout ça, j'ai même fait de la danse à un moment donné. C'est juste pour tout essayer, puis pour savoir un peu ce que je voulais faire. Puis avec ça, je me suis dirigée plus vers le sauvetage puis la natation autour de 13-14 ans. C'est là que j'ai vraiment commencé à plus nager, à faire du sauvetage sportif aussi. Puis la distance dans le fond, pour que je devienne une triathlète, la distance de triathlon olympique est pas accessible avant 18 ans. Donc, il y a quand même un âge limite pour ça. Puis, ça a tombé en même temps vers mes 17 ans que ma mère, elle a décidé de faire un triathlon. Il manquait d'objectifs. Donc, elle est allée faire un triathlon. Puis, je l'ai vu faire. Puis, j'étais comme, c'est ça que, si je me lance là-dedans, là, c'est ça que je veux faire. 3 sports de suite. C'est pour un enfant qui était tout le temps comme average dans tout, mais pas le meilleur dans rien. Il y avait quelque chose qui m'attirait vraiment avec le triathlon, de juste c'est un dépassement individuel, c'est un sport très individuel, mais un peu plus dur que si t'en fais juste un, parce que t'en enchaînes 3. C'est comme ça que je me suis dirigée vraiment plus en triathlon, puis que j'en ai fait mon sport principal, qui m'a mené à en faire plusieurs, mais je restais dans les courtes distances, le sprint olympique. Puis là, à un moment donné, encore là, c'est ma mère qui courait beaucoup. Elle a décidé de faire un demi-marathon. Puis après ça, elle a décidé de faire un marathon. Puis là, je la voyais tellement de bonne humeur, juste tu sais, les endorphines d'après-course avec son club de course. Puis là, après ça, ben là, le club de course, tu trouves des cyclistes avec on a joint et un club de course et un club de vélo. Puis là, c'est que tu sais, c'est comme une roue sans fin, là. C'est une fois que tu rentres dans le monde du sport de plus d'endurance. Puis c'est comme ça que j'ai trouvé tous mes petits groupes. Puis c'est pendant la pandémie que je me suis mis à faire du très longue distance. J'ai vu que moi, tu sais, j'ai toujours utilisé le sport pour juste bouger dans la vie, mais aussi pour aider avec mon trouble anxieux. Puis j'ai vu que faire des extrêmement longues sorties de sport, ça l'aidait sur le long terme. C'était pas juste journalier que ça m'aidait mon anxiété, c'était pour la semaine au complet au minimum. Ah ouais. Ça a fait une grosse différence. Puis j'ai fait le bac en droit, ça vient quand même avec beaucoup de stress. C'est que j'avais besoin de comme cet échappatoire-là. Puis c'est là que je me suis mis à faire demi-marathon, marathon, dans l'objectif de compléter un Ironman, puis de progresser tranquillement vers la plus longue distance que j'étais capable de faire en triathlon. Puis c'est ce que j'ai fait dans les 2 dernières années, là, c'est ce que j'ai bâti. Puis j'ai découvert que j'avais quand même un certain talent pour le triathlon, puis que j'aimais vraiment ça. Puis c'est ça qui m'a amené à dimanche dernier à compléter le Ironman du Lac Placide, puis être encore capable de marcher être capable de marcher 3 jours plus tard, là, c'était surtout ça l'objectif, là, puis d'avoir énormément de plaisir. Puis je l'ai complété A à Z dans le plaisir. Ça fait que Wow. c'est pas mal ça mon parcours, un parcours très très actif, là, très très le fun, mais moins Félicitations. compétitif. Fait que dimanche, c'était ton premier Ironman complet. Ouais, c'était mon premier full. Félicitations. Merci. C'est très, très, très impressionnant de faire ça à Lake Placid en plus, qui est pas un facile. Je connais pas beaucoup les Ironman, mais j'ai déjà entendu que c'est pas un des plus faciles. Quoi qu'un Ironman n'est jamais facile, là. C'est ça mais moi, c'est ce que je m'étais dit. Je sais comme, tu sais, c'est un Ironman où il y a aussi, ça coûte cher, là, veux pas, là. Il y a quand même un prix derrière ça. Je me suis dit, je pense pas que je vais en faire 25 dans ma vie. C'est avec, pourquoi pas ne commencer avec un des plus mythiques, qui est le Lac Placide, avec presque le plus de dénivelé que tu peux trouver pour un Ironman en Amérique. Puis en plus, il était à distance de voiture du Québec, là. Ça fait que t'as pas besoin non plus de prendre l'avion. Ça, tout ça a fait, bon ben, on se lance, let's go. Vraiment, c'est très impressionnant. J'ai goût de revenir sur un sujet, puis dis-moi là si t'es pas à l'aise d'en parler. D'habitude, je le dis avant de commencer à enregistrer, mais moi, je pose des questions. Je vais là où vous allez avec la conversation, mais si je pose une question, vous êtes pas à l'aise de répondre, vous avez le droit de me dire, cela, j'irai pas.
Fait que d'habitude, je le dis avant de commencer à enregistrer. Je le dis là. Mais je voulais revenir parce que tu parlais du trouble anxieux. On a souvent entendu que le sport, l'endurance, l'entraînement pour de l'endurance, peu importe si c'est à vélo, à la nage ou à la course, peut aider pour plein de choses, dont la gestion de l'hyperactivité, d'un TDAH. Mais c'est la première fois qu'un invité au podcast me parle de ça. Puis raconte-moi comment tu as découvert que ça pouvait t'aider avec ce trouble-là. Dans le fond, c'est vraiment pendant la pandémie. J'ai commencé mes études pour du bac en droit juste avant la pandémie. J'ai toujours été anxieuse, mais j'avais jamais compris non plus c'était quoi. Je pensais juste que tout le monde s'imaginait chaque fois que tu étais dans un autobus que l'autobus allait crash, puis que personne allait survivre, puis là de faire des scénarios catastrophes. Puis tout au long de ma vie, je me sentais tout le temps super bien. Je donnais des cours de natation. C'est que pendant 4 heures de temps, je me sentais sereine. J'étais dans l'eau, je nageais avec les enfants, puis ça allait super bien. Puis après ça, je travaillais à l'extérieur. Je travaillais dans les piscines puis sur les plages. Puis j'étais tout le temps avec une tranquillité d'esprit. Mais dès que j'arrivais aux études, que je devais m'asseoir pour faire une planification, c'est là que l'anxiété devenait quand même incontrôlable. Puis c'est dans ma première session du bac que j'ai remarqué que juste aller marcher avant mes cours, j'avais la petite marche pour l'autobus, puis après ça, de l'autobus jusqu'à mes cours, ben j'arrivais déjà à calmer quelque chose. Puis pendant l'hiver, ça commençait la pandémie et tout, je me suis mis à faire du ski de fond parce que j'avais besoin de me retrouver dans cette forêt-là, dans une forêt, ou juste de me retrouver comme à l'extérieur de chez nous, à l'extérieur de mes livres. Puis là, je commençais à faire des petites sorties, des petits 30 minutes, des petits 1 heure. Puis à un moment donné, ben t'augmentes tranquillement pas vite, puis tu te rends compte que tu reviens chez vous, puis t'es tellement calme, t'es tellement serein, puis tu te réveilles le lendemain matin, puis t'es encore calme. Puis ça a fait le plus gros changement dans ma vie. Et moi, je le dis à tout le monde qui veut l'entendre, la discipline que j'ai actuellement, c'est parce que ça m'aide dans tout ce que je fais. Non seulement ça m'aide au sport, ça m'aide aussi dans mon travail, parce que sans le sport, je serais pas performante au travail. Puis, sans le travail, ben je me permettrais pas, je serais pas aussi disciplinée dans mon sport, parce que là je me dis faut que je ferme mon ordinateur, faut que j'aille courir, en sachant encore là c'est une roue qui fait juste nous aider. C'est avec moi, c'est ça que j'ai réalisé, puis je voulais pas être médicamentée, donc il faut trouver des trucs pour ça. Puis c'est juste aller dehors, juste respirer de l'air frais. Puis je vous dis pas de faire une session d'intervalle de 2 heures, là, mais ça l'aide quand même des fois, de faire une longue session d'intervalle pour justement juste rester plus calme. Puis si c'est pour aider ce petit trouble, le petit démon qui est dans notre tête. C'est super intéressant. Merci du partage. Je trouve ça, tu sais, s'il y en a qui écoutent, je pense que tout le monde est déjà convaincu que le sport est bon parce que c'est un podcast de sport. Fait que, mais quand même de l'entendre comme ça, je trouve ça super intéressant comme histoire. Benjamin, de ton côté, c'est quoi le background sportif qui te mène à être le nageur dans ce projet-là? Moi, je te dirais, j'ai eu 2 parcours, tu sais, comme quand même assez différents, là. J'ai été aussi dans le sport plus compétitif, plus jeune. Au départ, mes parents voulaient que je fasse tout. J'ai fait du soccer pour apprendre à courir après un ballon. J'ai fait de la natation pour apprendre à nager. J'ai fait de la gymnastique. J'ai fait du patinage artistique parce que je voulais pas jouer au hockey. Fait que ça a été de toucher à tout. Puis je suis rentré dans la natation au début vraiment parce que mes parents m'obligeaient à le faire. Puis c'était juste important que je sache nager. Puis ça a été un parcours, tu sais, dans compétitif, natation, tu sais, faire des compétitions à travers le Canada, des compétitions provinciales et tout. Fait que j'ai eu un parcours qui était très axé sur la performance, sur les temps, sur les entraînements. Puis la natation, c'est un sport qui est assez difficile au niveau de l'entraînement parce que tu nages beaucoup. C'est un sport où tu n'as pas d'impact. Donc, tu peux en faire beaucoup. C'est pas comme à la course où faut que tu limites tes sessions pour justement te préserver un peu plus. En natation, tu peux en faire. Puis, t'as pas d'impact, t'as rien. Fait que je nageais beaucoup. Puis, vers mon secondaire 4-5, je dirais, j'ai un ami qui lui faisait aussi plus comme la fin de semaine, il allait faire du ski de fond, il allait faire du vélo, il courait un petit peu. Puis c'est là que j'ai comme compris un peu plus qu'il y avait d'autres choses que de regarder une ligne noire, de regarder un plafond. Puis moi, les
les moments qui étaient le plus difficiles dans mon parcours à la nage, c'était vraiment le printemps. Parce que je nageais à l'intérieur, il faisait beau dehors, je voulais sortir, je voulais aller dehors. Fait que ça a été vers mon secondaire 4-5 qu'il y a eu une transition vers un mode de vie, tu sais, plus actif, que commencer à délaisser un petit peu le côté compétitif, vouloir être plus être dehors, de faire du ski, de faire de la course, de faire du vélo. Dans ce temps-là, je détestais courir, là. Il y avait rien que j'aimais moins que ça, là. Fait que ça a été de rapprendre un nouveau sport, d'apprendre des nouveaux sports à ce moment-là. Puis avant de rentrer au cégep, là, c'est vraiment de regarder, à l'école, qu'est-ce que je veux faire, la natation, est-ce que ça rentre bien là-dedans? C'était un peu plus difficile. Donc, je me suis vraiment orienté vers la course beaucoup. Fait que j'ai commencé à courir, commencé à faire du vélo, du ski de fond, mais surtout courir à ce moment-là. Puis ensuite, à toutes les années, mais ça a été c'est des petits objectifs. Là, faire mon premier 10 km, faire mon premier demi, 40, 60, 80. Puis, fait que, sur ça, j'ai comme un parcours sportif qui a été très, très compétitif. Puis maintenant, je suis rendu à un sportif qui est du tout à la recherche de compétition, puis qui est vraiment plus dans le plaisir d'être dehors puis de jouer dehors. Fait que j'ai eu ce parcours-là à la nage qui était ça, regarder une ligne noire nager, puis ensuite un parcours plus axé vers la course à longue distance, les randonnées que justement l'année passée, j'ai été dans les Pyrénées faire un fast packing, que ça j'ai adoré là. Tu marches toute la journée, tu te baignes dans les lacs et tout. Fait un parcours qui a été justement à la nage, à la course plus longue distance. C'est là que là maintenant, c'est un petit peu les deux qui se mêlent là, avec ce projet-là là, de longue distance à la nage. Puis là, les trois, vous parlez, vous avez mentionné l'école, le secondaire, l'université. Vous avez quel âge? Parce que ça fait pas si longtemps tout ça qu'on comprend, là. Ben, Moi, j'ai 24, puis fait que j'ai fini, ça fait un an et demi peut-être l'école. Hein. OK. Pierrick? moi, j'ai 23, je suis encore à l'école. OK. Ouais. Annabelle? Moi, j'ai 26. J'ai fini l'école depuis quelques années. Bon, excellent. Je voulais juste qu'on comprenne parce que des fois, les gens qui écoutent à l'oreille savent pas si on s'adresse à des gens de 25 ou 35 ans. Je sais pas si c'est important, mais je trouve important de le camper. Puis comment vous êtes rencontrés les trois? Les trois, si je veux commencer avec Pierrick, là, la manière que j'ai rencontré Pierrick, c'est on était à une reconnaissance de parcours pour une course Trail des Collines dans notre région. Puis moi, je suis quelqu'un qui parle avec beaucoup de gens là, sur des sentiers. Puis c'est comme une des raisons aussi pourquoi j'ai arrêté de nager, parce que c'est dur de se parler tout seul. J'avais besoin de quelque chose pour parler un peu plus. Là. Donc, on faisait une course de reconnaissance. Puis j'ai été voir Pierrick, là, justement, t'as ton chandail. Là, y avait-tu des Hoka? Non, je pense pas qu'il y avait des Hoka. En tout cas, il y avait une paire de souliers que je courais aussi avec. Puis là, est partie la discussion de comment t'aimes tes souliers, blablabla. Puis on est venu à la conclusion que les deux, on avait fait Bromont, le 80, la même année. Puis de là, quand tu rencontres quelqu'un qui fait les mêmes choses que toi, puis qui a les mêmes désirs de longue distance, c'est sûr que ça clique quand même vite. Puis ensuite, Annabelle, on s'est rencontrés dans un triathlon. On a une équipe de sport longue distance, les trois sports, puis les trois, on a été des athlètes là, de cette équipe-là. Fait que c'est de là qu'on s'est entraînés ensemble, on a fait des compétitions ensemble, puis qu'on a appris à se connaître, puis de là est venu notre projet à trois. Là. Ça a été quoi la bougie d'allumage ou la première fois qu'un de vous trois a commencé à penser puis à parler aux autres de ce projet-là qui est sur la ligne? Ben, dans le fond, moi puis Benjamin, on a fait une backyard l'an passé. La Big Wolf Backyard en Outaouais, celle de Richard. La backyard à Richard. Ouais. Puis après on l'a fait complètement ensemble. Puis après, comme 2-3 semaines après la backyard, moi j'avais fait les Alpes cette année-là. Ben avait fait les Pyrénées. On avait tous eu un peu nos objectifs. On avait eu une vraiment belle année. Puis on s'est dit, je pose la question à Ben, qu'est-ce que tu as envie de faire? Puis là, Ben, il lance comme idée comme ça. Moi, ça me tente de traverser le Québec en triathlon. Là, un peu le trademark du projet, c'est que moi, je nage pas. Donc, j'ai tout de suite dit à Ben, on peut pas le faire ensemble parce que moi, je peux pas nager. Fait que ça a tué le projet dans l'œuf.
Fait que Ben, tu sais, il rêve quand même de faire Gatineau-Montréal à la nage. Puis moi, je me suis lancé sur le SIA. Fait qu'on a préparé un peu nos deux objectifs, chacun de notre côté. Puis à un moment donné, on faisait du bénévolat dans une course avec Annabelle. Puis on lance ce projet-là en l'air. Puis Annabelle est comme, ben là, moi, je vais le faire en vélo. Je vais relier les deux. On est comme, c'est incroyable. On a notre projet. Puis c'est là que vraiment tout a commencé. Tu sais, ensuite, on s'est dit, bon, levée de fonds, on va le faire pour les jeunes. Puis tu sais, là, on a commencé à bâtir sur ça, là. Fait que le projet, c'est de rallier l'Outaouais, en fait Gatineau d'où vous partez, jusqu'au bout du monde, la fin du SIA. Donc au total, c'est quelque chose comme 1800 quelques kilomètres, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est Ouais. pas mal ça. Fait que c'est 150 de nage. Fait que toi, Ben, tu vas descendre la rivière Outaouais jusqu'à Montréal. À Montréal, tu vas passer le flambeau à Annabelle qui va parcourir plus de 1000 kilomètres jusqu'à Matapédia. Puis à Matapédia, passe le flambeau à Pierrick qui lui court le SIA pour compléter ce triathlon de l'extrême-là. C'est quand même Faut le complètement dire fou. vite là, que Pierrick va courir. Là. Moi, je l'ai vu finir son 135, ça courait pas fort fort. Là. Aïe, Fait que, aïe. faut le dire vite, là, tant qu'à moi. Là, mais... Mais je pense, Pierrick, la fin du SIA, c'est la moins technique. Fait que tu vas être obligé de courir un petit peu rendu dans le parc national de Forillon. Là. Ouais, mais ça finit en montée, puis on le sait en ultra, quand ça monte, on marche. Fait que, hey. C'est vrai, la petite fin jusqu'au bout du Ouais. monde. Fait que tu disais, Pierrick, en fait, que Ben, t'avais cette idée-là de traverser le Québec en triathlon. L'idée initiale qui avait germé, c'était d'une seule personne qui fait tout ça. Puis c'est devenu un projet collaboratif à trois. Ben, c'est sûr que tu sais, des projets de même, là, tu vas le savoir aussi, là, ça part d'une mauvaise idée, que tu cours avec quelqu'un, là, tu penses à quelque chose, puis là, à un moment donné, ça devient de plus en plus concret. Fait que tu sais, là, après coup, tu sais, je pense à ça, je me dis, j'aurais pas pu là, faire tout ça, ça m'aurait pris un mois, là, puis fait que c'est pour ça que les trois ensemble, c'est quelque chose qui est réalisable. Chacun, on a un gros défi devant nous, mais qui est quand même, qui va être quand même le fun à relever, puis c'est quelque chose qu'on fait à trois aussi. Fait que quand on va avoir des moments plus difficiles, on va être les trois là-dedans, là. Ah ouais. Puis il y a de quoi de satisfaisant puis d'esthétique, je pense, dans notre sport quand on couvre de la longue distance, que ce soit à vélo, à la nage ou à la course, d'avoir une ligne qui est tracée. Tu sais, peu importe faire 150 km de vélo, que tu le fasses en rond sur une boucle de 15 km, que tu le fasses d'une ligne, c'est le même effort. Mais la ligne est vraiment satisfaisante de dire j'ai connecté deux points extrêmement loin l'un de l'autre. Puis c'est Johan Rock, quand il avait fait son projet, il expliquait, tu sais, faut que ce soit simple à expliquer. Puis lui, dans son cas, c'était je prends l'autobus à Montréal, je débarque à Percé, puis je rentre à pied. Puis là, dans votre cas, c'est ça, c'est je connecte le point le plus à l'ouest du Québec avec le point le plus à l'est en trois sports. Point. Il y a une simplicité là-dedans qui rend le truc le fun à expliquer, puis qui rend ça trillant, puis qui rend ça concret pour n'importe qui a aucune idée c'est quoi nos sports qu'on peut faire, puis les ultras, puis c'est quoi ces patentes-là. Tout le monde va comprendre que ça va être tough pour vous trois, puis que ça va être des distances qui n'ont pas de sens. Mais Ouais. c'est super drôle que tu dises ça parce que justement, Benjamin, il allait arrêter sa nage à Carillon, qui est proche de Oka. Puis il était tanné d'expliquer aux gens c'est où Carillon. C'est qu'il a décidé de se rajouter 20 km de nage pour dire au monde qu'il arrivait à Montréal. Voilà. C'est plus simple comme ça, là. Oui, tu connectes Gatineau que tout le monde sait c'est où, à Montréal que tout le monde sait c'est où. Fait que là, c'est simple, il y a de la simplicité. Dans ton cas, Annabelle, je veux dire, c'est pas une ligne directe parce que le SIA, bon, c'est un sentier qui existe, qui est un point A, un point B, où j'ai le goût de dire de A à Z. Pareil pour toi, Ben, dans ton cas, comment on a tracé ce 1000 km de vélo-là? Parce que je suppose qu'il y a plusieurs options pour s'y rendre. Il y a quand même quelques options. Là, c'est sûr que vu qu'on en fait aussi un projet pour qu'il soit médiatisé, je fais un petit croche là, quand que Ben arrive, justement, pour si jamais il y a des intempéries ou quoi que ce soit, ou qu'il pleut, tu sais, qu'on aille un lousse. Puis aussi pour arrondir mon 1000 km, là, ça fait que je vais faire, dans le fond, je vais traverser de Rive-Sud à Rive-Nord de Montréal. Puis après ça, le lendemain, je vais partir Rive-Nord jusqu'à Lévis, en suivant, dans le fond, Chambly, traverser juste le bord des grosses routes. Là, vu que je serai pas en vélo de gravel, je pourrais pas aller super, super loin. Mais c'est pas mal le tracé Google Maps
tweaker un peu, là, tu sais, pour se rendre jusqu'à Québec. Puis après ça, c'est une ligne droite de Québec jusqu'à Rivière-du-Loup. C'est avec ça, je suis quand même chanceuse. Puis ensuite, ben, on monte de Rivière-du-Loup jusqu'à Matapédia, qui ressemble similairement à une autre ligne droite, là. Ça veut dire, tu sais, c'est quand même, genre, on fait pas mal toutes des lignes droites, là. Fait que d'un côté, 150 km de nage, d'un autre côté, 1000 km de vélo, puis d'un autre, 650 avec genre 25 000, 30 000 mètres de dénivelé positif. Dans les trois cas, c'est des défis qui sont XXL. Par rapport à votre préparation, par rapport à vos expériences, selon vous, lequel de vous trois, c'est le plus gros pas à faire pour s'y rendre? C'est pas une compétition qui est le meilleur, c'est juste de savoir lequel est peut-être le plus près d'accomplir ce genre de défi-là dans la continuité de ce qu'il fait. Lequel de vous trois, c'est un pas de géant pour y arriver? Ouais. Ça, c'est une bonne question quand même, là. C'est pas qui est le moins près, là. Non, C'est pas du tout. qui C'est fait- vraiment tu sais, mettons, je dis n'importe quoi, mettons qu'on parle en référence de trail, quelqu'un Ouais, qui ouais. fait des 100 km, puis qui dit, je me lance sur le SIA, 10-12 jours, 650 km, c'est un méchant step. Tu sais, c'est énorme comme pas, mais là, je veux pas vous mettre des réponses dans la bouche, mais mettons, Pierrick, tu as fait la longue randonnée, tu as fait du fastpack, tu as fait des multi-jours. C'est autre chose complètement le SIA, mais tu as une préparation vers ça. Je connais pas la nage longue distance, je connais pas le vélo. De faire 1000 km dans ma tête, moi, c'est bien plus compliqué que faire 1000 km de course parce que je suis pas cycliste du tout. Mais lequel, selon vous, c'est le plus gros step entre ce qu'il a accompli jusqu'à maintenant dans des défis personnels ou avec Dossard et là, ce que ça va être de le faire pour votre projet sur la ligne? Je vais me mouiller un peu. Mais moi, moi, j'ai fait de la longue distance en course. Anna, elle a fait du bike. Ben, c'est la première fois qu'il s'en va enligner 6 jours, 7 jours de suite de natation. Il a fait des énormes distances dans ses trainings, mais tu regardes, mettons, l'année passée, on a fait le Tour de Gatineau. Il a fait le Tour de Gatineau. Je l'ai accompagné sur la portion de vélo puis de course. Puis, tu sais, il avait fait un 23 kilos. Mais quand tu vois, OK, là, il a fait un 23 kilos, puis après, il a fait le Tour de Gatineau. La progression logique, c'est pas tu t'en vas te taper 7 jours à 25 kilos l'année prochaine. Fait que Ouais. dans cette optique-là, je pense que ça serait Benjamin. Mais je le regarde dans ses entraînements en ce moment, puis ça va être de la petite bière pour lui, là. Puis le but n'était pas de dire qui va faire le plus gros accomplissement, c'est 3 accomplissements énormes, mais j'essayais de comprendre dans 2 des 3 sports que je connais peu à quel point c'est des gros steps. Maintenant, on va faire un mini tour de table. Qu'est-ce qui vous, je veux pas dire stress, mais qu'est-ce qui vous rend le plus nerveux puis excité de vous lancer dans cette distance-là, cet accomplissement-là, si on regarde individuellement ce que vous allez accomplir dans le cadre du projet? Donc, qu'est-ce qui me rend... ben, moi, c'est sûr que j'adore me baigner, là. Fait que moi, pour vrai, cette aventure-là, c'est un 6 jours de baignade, là. Fait que je m'en vais dans l'eau, je ferme les yeux, je tourne les bras, m'envoie ma musique, un bras après l'autre. Fait que j'ai vraiment hâte, là. Ça va être exceptionnel, là. Qu'est-ce qui me stresse un petit peu? Je dirais, tu sais, c'est sûr que à la course, j'ai fait des longues distances, un peu comme Thierry disait. À la nage, j'ai fait des gros blocs, là, des grosses journées de 2 jours. Là, ça va être des enchaînés. L'avantage à la nage, c'est que t'as pas d'impact. Fait que c'est plus des blessures d'usure. L'entraînement a été fait en amont. Fait que je suis quand même assez confiant, là. En réalité, je vais faire des 2 jours. Fait que je vais faire 2 journées, une journée off, 2 journées, une journée off et 2 journées. Fait que le 2 jours, je suis confiant. Puis je récupère assez vite. Fait que ma journée de repos, je pense qu'elle va faire vraiment du bien. Fait que, mais à ce niveau-là, très, très excité, c'est sûr. Là, ça fait des années là, que je rêve de faire Gatineau-Montréal. Puis comme je disais tantôt, c'est vraiment de mettre ensemble mes 2 sports, le sport qui m'a formé, la natation, puis plus la longue distance, puis la course que je fais aujourd'hui, les mettre ensemble pour faire une longue distance à la nage. Fait que, mais super, super excité là, d'aller me baigner pendant 6 jours dans 2 semaines. J'adore. Annabelle, de ton côté? Moi, j'aime vraiment ça rouler. Tu sais, je suis bien sur mon vélo, puis je deviens dans ma tête, puis tu sais, j'en ai fait des journées de 8 heures de vélo, puis j'ai même fait des 5 heures sur mon rouleau à regarder le mur. Wow. Tu sais, c'est pas le fait de devoir faire beaucoup, beaucoup d'heures dans une journée de vélo, c'est pas ça qui m'effraie. Moi, comme ma crainte principale, c'est si je commence à avoir plusieurs problèmes mécaniques de suite, ça va me jouer dans la tête, puis là,
je risque de me dire, OK, là, c'est assez pour aujourd'hui, là. Puis, comme au pire, je prendrais une journée de plus, mais comme, si si je dois m'arrêter souvent, moi, j'aime ça, tu sais, le triathlon longue distance que je fais, c'est sans arrêt. Je prends pas de pause. Même pendant le Ironman, j'avais pas de drop bag. Moi, je l'ai fait non-stop, sauf les transitions, parce que m'arrêter, c'est là que ça me coupe dans mon élan, puis ça me coupe dans mon mental. C'est ma plus grande crainte. Puis c'est pour ça que je vais avoir mon père qui va être pas trop loin, qui va me faire mes changements si jamais j'ai des flats ou quoi que ce soit. Parce que je sais que c'est arrivé dans le passé que j'ai un problème mécanique, puis je suis juste comme, OK, c'est correct. C'est fini pour aujourd'hui, là, comme mais j'en ai assez, là, ça m'a coupé, ben, direct sec dans mon élan. C'est ma plus grande crainte du projet, là, c'est si je commence à avoir trop de problèmes externes, là. C'est pas nécessairement, tu sais, c'est pas dans ma tête, ben, c'est pas moi, là, mais il y a autre chose, là. Mais t'as mis les conditions pour pas que ça arrive, comme tu dis. C'est ça, je mets les t'as conditions. une équipe autour, puis je voudrais tantôt on revienne aussi la logistique de tout ça, parce qu'au-delà même des accomplissements, il y a une logistique qui va derrière ça, mais ça sera pour plus tard. Fait que très intéressant. Fait que le 1000 km, c'est pas ce qui stresse, c'est plus le défi et tous les facteurs externes que tu contrôles pas. C'est ça. Pierre, de ton côté? Faut que je le précise quand même, c'est 1000 km, mais en 3 jours. Ouais, c'est ça. Parce qu'on voulait quand même que ça soit intense, son 1000 km. Puis Annabelle était comme, ben, je vais le faire en 3 jours comme ça. Tu sais, c'est pas 1000 km sur 10 jours. Puis là, tu as 650 km de course, puis 150 de nage. Je voulais juste lancer ça comme ça. Vous êtes chacun fixé des objectifs pour les compléter, ces distances-là. Tu sais, la trace complète est malade. Le côté caritatif, je vais vouloir qu'on en reparle, est intéressant. Mais vous, individuellement, vous êtes mis dans des conditions pour vous challenger. C'est ce que je comprends aussi. Ouais, exactement. Parce que c'est 3 distances à votre niveau d'athlète que ça peut se compléter au pace du bonheur pendant de longues journées. Puis ça serait tout aussi honorable. C'est pas ça du tout le fait, mais je vous sens compétitif avec vous-même. On pratique tous des sports d'endurance, on aime mettre un objectif puis être un peu effrayé de l'objectif, c'est ce qui nous drive, je pense, puis à vous entendre, c'est ce qui semble être le cas. Fait que vous êtes mis des objectifs de temps qui vous challenge. Ouais. Mais tu sais, moi, ce que j'aime énormément dans l'ultra, c'est que ça te donne l'opportunité d'aller voyager. Tu sais, mettons, tu t'entraînes pour un 5 km, ça ne sert à rien d'aller dans les Adirondacks pour faire tes intervalles. Quand tu as besoin, tu sais, de t'entraîner pour des plus longues distances, ça vaut la peine d'aller faire des fins de semaine choc ailleurs. C'est ça qui est le fun, tu sais, c'est d'aller découvrir d'autres choses parce que tu t'entraînes pour un autre objectif. Puis moi, c'est ça que je vais trouver malade en Gaspésie. Je suis jamais allé. Donc, ça va être de découvrir chaque mètre de ce sentier-là qui, tu sais, on va se le dire, c'est magnifique. On a tous vu les photos. Ça va aussi être terrible, mais c'est magnifique dans son ensemble. Donc, tu sais, ça, c'est sûr que j'ai vraiment hâte à ça. Pour être honnête, quand j'avais fixé cet itinéraire-là, j'allais tenter le record de Rémi Poitras. J'en avais parlé, on avait set des journées, tout ça, mais là, il a été battu il y a quelques semaines. Puis, dans l'entraînement que j'avais fixé, puis mes capacités physiques, je pense pas être capable de le tenter. Donc, dans ce cas-là, quand je tentais l'FKT, ma grande peur, c'est la solitude, tu sais, parce que j'allais tout seul pendant 9 jours. Là, étant donné que, tu sais, le projet va être filmé pour un documentaire, ben là, les vidéastes vont venir me voir. Annabelle va m'aider au début. Benjamin va courir la dernière nuit avec moi. Donc, tu sais, ma crainte qui était la solitude va être un peu, tu sais, diminuée avec ça, mais tu sais, je vais quand même passer le gros bout du Mont Albert, de Xalibu, de tout ça, tout seul. Donc, ça reste quand même, tu sais, 3-4 jours, là, s'il pleut dans Gaspésie, dans le technique, ça va jouer dans la tête. Fait que, on verra. On espère qu'il y a du gros soleil, mais c'est ça. Puis même s'il y a du gros soleil, la beauté de ce secteur-là, c'est que c'est changeant rapidement. Tu le mentionnais, Rémi Poitras qui avait le record, le FKT en fait self-supported qu'on appelle, donc en autonomie assistée. Tu n'as pas le droit d'avoir l'aide d'un être humain, tu peux avoir des drop bags que tu t'es laissé. Bref, Rémi avait le record, puis Bastien Olivier-Hamon l'a battu de retrancher plusieurs heures. Je pense qu'il a fini ça officiellement en 8 jours et 23 heures, si je ne me trompe pas. Donc il est passé sous les 9 jours en autonomie assistée, c'est quand même assez fou. Puis c'est une autonomie complète, on s'entend, là, on dit assistée parce que tu te mets des drop bags, mais
c'est, comme tu le dis, pleine solitude pendant, dans son cas, quasiment 9 jours. On le félicite au passage, mais c'était ça l'objectif initial. Là, dans ce cas-ci, maintenant que tu n'as plus cette tentative-là qui s'ajoute sur le défi, tu peux avoir une certaine assistance. Tu n'aurais pas eu le droit d'avoir Ben pendant une nuit si tu tentais le FKT. Là. Exactement. J'avais pas le droit à Ben. J'avais pas le droit. Tu sais, j'avais écrit à FKT pour savoir est-ce que on fait un film, est-ce que je peux avoir mes vidéastes qui viennent. Il m'avait dit non. Fait que c'est un peu égoïste comme comme objectif que j'avais. Mais là, tu sais, je pense que le fait que là, le record soit battu, puis tu sais, les vidéastes peuvent venir. Je pense que ça va juste être plus le fun dans l'ensemble, le projet, parce qu'on va tous vivre ça ensemble. Donc, je pense que honnêtement, c'est pour le mieux. Puis j'avais vu un peu ce que Bastien avait fait, puis tu sais, il dormait 2 heures par nuit. Tu sais, je ne peux pas faire ça, là. J'aime quand même ça dormir. Donc, tu sais, je lui laisse le record, félicitations à lui, puis je vais faire mes propres projets, là. Ben sinon, tu as aussi le record de Mathieu Blanchard. Je sais pas si tu connais Mathieu, Oui. c'est un jeune coureur, un jeune espoir. Il y a son record aussi en assisté qui existe, mais Ouais. Là, ben, assister, c'est trop facile. On lui laisse. on lui laisse. J'adore. C'est des C'est le blagues. 7 jours et quelques, hein, c'est complètement fou. C'est un méchant beau projet. Je pense que vous dressez bien le portrait de ce que c'est sur papier. On va se prendre une pause pour un message d'un partenaire, puis de l'autre côté, on va se parler de la préparation physique et logistique d'un tel défi. Donc, on se prend une pause et on se parle de l'autre côté. Québec Méga Trail est un incontournable de la saison québécoise de trail et c'est déjà le temps de penser à 2026. Crois-moi, tu veux mettre cet événement-là à ton calendrier, puis crois-moi, c'est maintenant que tu dois commencer à y penser. Les dossards sont en vente depuis le 1er août dernier et à peine quelques heures après l'ouverture des inscriptions, il y avait déjà plus de 1000 dossards de parties, dont tous ceux de la toute nouvelle épreuve par étape Trans-QMT 72. Heureusement, il reste encore quelques places pour le Trans-QMT 90. Parmi les nouveautés cette année, il y a une nouvelle épreuve nocturne de 15 km le vendredi soir qui, elle, a permis la création des nouvelles courses par étape du QMT sur 3 jours. Et bien sûr, les parcours classiques qui font la renommée de l'événement sont toujours à l'horaire. Le majestueux 135 km qui fait partie des World Trail Majors, le fameux 80 km qui t'emmène sur les sentiers des Caps et Mestachibo, le très challengeant 50 km, le rapide 25, le 32, le 6, le 1, bref, il y en a pour tout le monde. L'édition 2026 sera du 2 au 5 juillet prochain et toutes les infos se trouvent au ultratrailcanada.com. On est de retour avec Pierrick, Annabelle et Benjamin. Avant qu'on parle de tout le côté logistique d'un tel projet, j'ai le goût qu'on parle de la vocation caritative, parce que sur la ligne, c'est un projet qui va vous challenger, vous, individuellement, comme athlète, mais il y a aussi une vocation qui est de redonner. Annabelle, parle-nous du choix de la cause. Mm-hmm. Dans le fond, c'est quand les gars ont approché le projet, j'ai décidé, j'étais comme là, il faut qu'on en fasse quelque chose de plus gros, là. Ça peut pas passer dans l'ombre, puis il faut qu'on puisse redonner à la communauté, parce que l'équipe de triathlon à laquelle on faisait partie, maintenant qui est plus une équipe de sport d'endurance, l'objectif, c'était de redonner à des athlètes de l'Outaouais, des jeunes athlètes pour les aider justement, soit dans la compétition ou juste dans leurs entraînements de tous les jours, à te faire un groupe d'athlètes, puis juste parce qu'on le sait que les sports, ça coûte cher. C'est qu'on est parti de ça, puis là, j'étais comme, moi, je veux qu'on fasse quelque chose avec ça. Puis on faisait un brainstorm sur avec qui on aimerait ça s'associer pour notre projet, pour justement que, pas juste que ça en fasse parler, mais qu'on puisse faire parler leur fondation. Puis là, les gars parlaient du projet justement que Richard avait fait, la cavale. Puis là, c'est là qu'on est sorti. Tu sais, nous, le sport a formé nous a formé dans notre enfance. Puis on était comme, on veut s'associer avec les maisons des jeunes. C'est avec là, Benjamin, il a contacté justement Benjamin Dumont, qui est le directeur des maisons des jeunes, de la maison des jeunes de Gatineau, qui nous a fait part du regroupement qui s'appelle La Saga, qui est les sept maisons de jeunes, dans le fond, dans l'Outaouais, de Papineauville jusqu'à Maniwaki. Puis, qui étaient super emballés par notre projet, qui ont tout de suite embarqué. Puis nous, ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'on voulait redonner, c'est non seulement adorer l'image des maisons des jeunes, mais aussi juste inspirer les jeunes. Parce que notre projet, là, puis on en reparlera justement de qu'est-ce qu'on a besoin comme préparation, mais à la base, on le faisait avec les moyens du bord.
On le faisait avec ce qu'on avait déjà chez nous. Moi, j'ai pas de compteur de vélo, pas besoin de tout ça pour faire ce projet-là. Tu sais, on veut juste faire, Ben, il y a déjà un maillot, il y a déjà des lunettes, déjà un casque de bain. On peut faire ce qu'on veut avec les moyens du bord parce que justement, on le sait, avec les réseaux sociaux, on voit les records qui se battent. En triathlon, tu vois les vélos qui deviennent de plus en plus chers, puis tu sais, tout le monde qui a besoin du dernier cri. Puis nous, on voulait faire un peu du style, t'as pas besoin de tout ça pour faire du sport, t'as pas besoin de tout ça pour imaginer. Tu sais, c'est Ben, il était comme moi, je traverse le Québec au complet. On fait un projet avec ça. T'as pas besoin d'avoir des moyens énormes pour faire ça. Puis les maisons des jeunes, ce qu'ils font, c'est justement faire jouer les jeunes. Eux, ils ont du matériel sportif, ils ont plein d'opportunités. Leur calendrier est plein. C'est tellement le fun. On a pu aller jouer au basket justement une soirée avec les jeunes, puis une autre dans les gymnases, juste à pratiquer du sport. Puis c'était ça. Notre mission vient de là, de juste que les jeunes continuent à faire du sport. Puis c'est pour ça qu'on s'est associé avec les maisons des jeunes. Je trouve que c'est vraiment des belles valeurs que vous avez pour le projet. Puis c'est tellement vrai ce que tu dis par rapport au fait que c'est des sports qui, oui, si tu décides de faire la grosse compétition, puis de faire certains choix dans ta pratique du sport vont amener des coûts, puis on le dit souvent, le trail, c'est un sport qui finit par coûter cher, c'est certain. Mais partir courir dans le bois, partir nager, partir faire du vélo, ça n'a pas besoin d'être avec la montre de l'année, avec la lampe frontale, dernier cri. Puis tu sais, dans ce sport-là, moi je pense aussi aux gens qui commencent dans peu importe lequel de nos sports. Vite, tu te mets à suivre ou à t'intéresser à des athlètes qui accomplissent des grandes choses, puis c'est souvent ça qui nous inspire, qui nous amène à nous élever vers le haut, c'est de s'inspirer puis de se laisser inspirer par des gens qui font des grandes choses. Mais souvent, quand on se met à suivre des athlètes professionnels, ben ça vient aussi avec tout le côté, la machine marketing autour, puis c'est pas nécessairement l'athlète lui-même, plus que la marque derrière qui veut rentrer dans la tête que ça te prend tel espadrille, puis ça te prend telle montre, puis telle casquette, puis tel t-shirt avec des trous qui coûtent 800$. C'est bien tout ça, puis si t'as les moyens de les acheter, let's go, il n'y a aucun problème. C'est plus que c'est pas nécessaire du tout. Zéro. Effectivement ça. Puis tu sais, je l'ai dit et redit, moi, mon vélo de route, c'est le même que quand j'avais 16 ans. Puis là, j'en ai 26, ça fait 10 ans, mais les gens ne peuvent pas concevoir que j'aille encore le même vélo. Puis j'ai fait tous mes triathlons, j'ai additionné un vélo dans ma collection pour un vélo de triathlon l'été dernier, mais après 9 ans avoir fait du triathlon sur mon même vélo de route qui est encore accroché dans mon salon. Puis les gars ont la même mentalité tu sais sur ça là, de juste le faire un peu avec les moyens du bord là. Tu as juste besoin d'une paire d'espadrilles pour aller courir, t'as pas besoin d'avoir autre chose. Nous, on magasine en friperie, puis on s'équipe avec ce qu'on peut, puis les chandails d'événements qu'on reçoit après, là, ben on les porte. Pour le prochain événement. Tu savais que c'était aussi dans cette optique-là, puis c'est autant que de voir les pros qui font justement toute la machine marketing autour, ça peut être inspirant pour des jeunes. Moi, je trouve que ça peut devenir inaccessible aussi. C'est cette machine-là marketing, justement. C'est avec c'est ça qu'on essaie de comme stabiliser un peu dans notre projet. Exact. Puis je pense que pour que les records tombent dans ces sports-là, pour compétitionner avec les meilleurs au monde, oui, à un moment donné, il y a un besoin des fois où l'équipement peut aider, mais là, on parle du 0.1% en haut de l'échelle, mais pour le reste des pratiquants de ce sport-là, tout va bien tant que tu as le minimum. En fin de semaine, au Vermont-Sang, j'ai vu un dude partir sur le départ avec 2 bouteilles de plastique, genre Naya, dans chaque main. Au lieu d'avoir la gourde à main avec la guette, pas la guette, mais l'espèce de gant intégré qui est tout à fait cool. Moi, j'ai ça, puis je trouve ça bien le fun, ça bouge pas dans la main. L'autre, il est parti avec 2 bouteilles d'eau dans ses mains. That's it. C'est correct, c'est parfait. Tu peux le faire avec ça, puis ça fait exactement le même résultat au final. C'est un exemple pour dire que on n'a pas besoin d'avoir toute la grosse patente, la fine pointe de la technologie. Puis je trouve ça beau que dans votre projet, il y ait cette vocation-là. Puis entre adultes, on peut tous se dire ça, puis les adultes qui écoutent le savent, les personnes qui apprennent rien en ce moment. Mais de passer cette info-là, puis de passer ces valeurs-là à des jeunes qui vont regarder votre projet. Puis je suppose que vous allez les rencontrer à un moment donné aussi, ces jeunes-là, peut-être par après, parler de votre projet, puis de rappeler tout ce que tu viens de dire. Je trouve ça magnifique.
Mais c'est sûr aussi que, tu sais, justement, qu'est-ce que tu disais, il y a rien qui est pas correct, là. S'il y a quelqu'un qui veut courir avec des plaques carbone, tant mieux. Fait que c'est vraiment juste de dire, justement, si tu veux faire ça, vas-y, c'est parfait. Mais on est aussi capable de faire du sport avec une paire d'espadrilles ben normale, là. Puis ensuite évoluer de ça si t'en veux plus. Mais c'est vraiment de rappeler que c'est quoi, les maisons de jeunes le démontrent bien, c'est quoi l'objectif du sport, c'est de bouger. Puis après ça, que tu veux rajouter du matériel, des choses comme ça, c'est à ta guise. Puis c'est juste de se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait ça. Exact. C'est pas essentiel à la pratique du sport. Exact. J'aimerais ça aussi rajouter sur un des éléments que je trouve essentiel des maisons de jeunes, c'est l'aspect communautaire. Tu sais, on l'entend tout le temps, on le voit tout le temps sur les clubs, les groupes Facebook d'ultra. Tu sais, entraîne-toi tout seul, ta course, t'es tout seul, va faire tes hard miles tout seul. Puis, tu sais, dans un sens, il y a un fond de vérité dans tout ça, c'est que quand tu vas faire ta course, tu vas être tout seul. Mais, tu sais, nous, avec les trois sports, on a fait un club d'entraînement d'intervalle. Puis, tu sais, à chaque mardi, on fait des intervalles. Puis, honnêtement, si le club était pas là, ça me tente pas d'aller faire des intervalles, là. Mais là, je sors parce que mes amis sont là. C'était la même chose en ski de fond. Quand j'étais dans un club, comme moi, j'allais aux entraînements parce que mes amis étaient là. Puis, c'est là que la saga ou les maisons de jeunes, c'est le fun. C'est que peut-être que toi, ça te tente pas d'aller jouer au basket, mais là, tu le sais que, ton ami que tu as vu la semaine passée, il va jouer au basket aussi. Ben, j'y vais. Puis, tu sais, des fois, c'est plat de jouer au basket à deux, mais là, à maison de jeunes, on est six. Ben là, ça fait du 3 contre 3, c'est déjà pas mal plus fun. Ben, tu sais, vraiment, c'est l'aspect communautaire de tout ça. Tu sais, c'est sûr que quand on se lance des gros objectifs, il va falloir qu'on s'entraîne tout seul, tout ça, mais au départ, ce qui est le fun, c'est d'être avec ses amis puis de bouger. C'est ça qu'on veut. Clairement. Parlant d'être avec ses amis puis bouger, ça va être votre cas pendant ces journées-là. C'est quoi le plan de match logistique de support l'un de l'autre? Est-ce que vous êtes le crew de l'un de l'autre pendant que vous n'êtes pas en train de bouger? Parce que vous, ça se fera pas en simultané, ça va se faire un après l'autre. Y a-t-il un témoin qui va se donner d'un à l'autre? Est-ce qu'il y a ça qui est prévu, d'accompagner Ben d'abord, d'accompagner Annabelle ensuite, puis de finir avec Pierrick? La réalité de tout ça, c'est qu'on travaille en plus. Donc, quand Benjamin va se lancer, là, c'est le fun, il se lance en fin de semaine. Ben, pas en fin de semaine, mais une fin de semaine, le 2. Donc, c'est sûr que là, on va aller le voir au Partez départ. le 2, excuse? Le 2 août. Ah, je pensais que c'était le 7 août. J'avais vu ça quelque part. Ça se peut qu'on t'ait dit ça à m'amener, mais on l'a changé. Ben écoute, ça veut dire qu'au moment où l'épisode va paraître, Ben va être en train de nager. J'allais dire, il va commencer demain. L'épisode va paraître le 6 août, mercredi, le 6 août. Donc, au moment où on se parle, Ben, tu nous parles en ce moment, mais t'es en train de nager. Parfait. Je vais juste le rectifier parce que j'étais plus sûr sur la date. Fait que 7-2, dans tous les cas, vous partez le 2. Ben, tu commences. C'est ça. Donc, là, dans le fond, Benjamin va se lancer dans l'eau. Puis là, on va pouvoir le suivre la fin de semaine. Mais la réalité, c'est que, tu sais, moi, Annabelle, on travaille. Donc, on va essayer, tu sais, d'avoir des moments où c'est sûr qu'on va aller le voir le soir. Tu sais, même s'il nage 50 km, t'es à 50 km là, en voiture, c'est pas extrême. Donc, c'est sûr qu'on va aller le voir le soir. Les journées, tu sais, Benjamin va pouvoir plus en parler de sa logistique, mais tu sais, il va toujours avoir quelqu'un avec lui. Annabelle, justement, elle va avoir ses parents. Puis, étant donné que c'est comme 3 jours, moi, je vais être en déplacement vers la Gaspésie, fait que c'est sûr que je vais aller l'encourager. Puis ensuite, de mon côté, ben, tu sais, c'est sûr qu'Annabelle puis Benjamin vont venir à la fin parce que ça va être, tu sais, on va essayer de faire un party. Mais, tu sais, on va se voir entre des événements, mais ça va pas être un suivi constant. Mais on va avoir une balise comme un mini InReach, là, qui va être notre témoin, mais qui va aussi servir de balise pour que les gens qui veulent nous suivre puissent nous suivre. Je comprends. J'ai le goût d'amorcer 2 tours de table. Chacun de vos défis avec 2 questions. La première, ça a été quoi la préparation plus spécifique pour ce défi-là? Parce qu'on l'a compris, vous êtes 3 athlètes qui aviez déjà une pratique du sport, qui vous prédisposaient à être capable de faire ce que vous allez faire. Mais dans ce cas-ci, on décide qu'on part sur la ligne, on décide qu'on va le faire, ce projet-là. Qu'est-ce que vous avez mis en place dans le courant de l'année pour vous rendre jusque-là? Amorçons le tour de table chronologique du projet. Benjamin? Moi, je te dirais que c'est justement, ça fait longtemps là, que je pense à ce projet-là. Fait que, tu sais, j'ai nagé longtemps, ensuite délaissé ça un petit peu, mais ça fait peut-être 3 ans là, que j'ai cet objectif-là en tête de faire une longue distance. Fait que ça a été
c'est de commencer il y a 3 ans à faire mon premier 20 km de nage, l'année passée, faire une plus longue distance. Puis là, cette année, c'est vraiment plus concret. Je voulais le faire l'année passée, manquer de temps avec un voyage en Europe. Fait que là, ça tombait cette année, une préparation. Ce qui est dur un petit peu en natation, c'est que justement l'hiver, tu nages en dedans. Fait que ça a été une préparation qui a été beaucoup dans l'eau, là, les matins au centre sportif de Gatineau. On est chanceux d'avoir un super beau centre sportif là, pour la nage, mais beaucoup de natation, beaucoup de ski de fond aussi là, pour mettre un petit peu de volume dans les bras, puis être dehors. Mais ça a été justement là de l'entraînement tout l'hiver, puis ensuite dès que j'ai pu, cette année on a eu un printemps qui a été quand même assez tardif, là, fait que je suis rentré dans l'eau un peu plus tard que d'habitude, mais beaucoup de temps en lac, faire des longues distances, des 8 heures dans l'eau, enchaîner 2 grosses journées ensemble, des choses comme ça. Fait que ça a été un entraînement, oui, focus sur la natation. Moi, je suis très ouvert aussi à un entraînement qui est tu sais, assez multisport, là. Fait que du vélo, de la course, du ski de fond l'hiver, du ski-mo, des choses comme ça qui sont toutes complémentaires là, en réalité. Fait qu'il y a de la muscu aussi. Fait que ça a été, je te dirais, moi je suis pas quelqu'un qui suit trop des plans d'entraînement, j'ai de la misère, j'en ai tellement fait plus jeune. Là. Nous, il y avait pas ça là, quand je nageais on fait 2 heures de nage pour le fun. C'était jamais pour nous récompenser, là, c'était plus parce qu'on avait été tannant, fallait qu'on reste dans l'eau pendant 2 heures. Fait que contrairement à comme du ski de fond où c'est des entraînements, de dire hey, aujourd'hui on fait juste faire du ski ou aujourd'hui on fait juste aller courir puis on court dans les trails pour notre fun. Fait que ça a été ça, mettre du temps dans les bras puis se baigner. Beaucoup de baignade, c'est sûr, cette année. Là. Annabelle, c'était quoi la préparation spécifique au-delà de se préparer pour un Ironman? C'est ça, la préparation spécifique, ben c'est sûr que le projet, on a commencé à en discuter, c'était au mois d'octobre dernier. C'est que moi, j'avais déjà dans le plan que mon Ironman, c'était le 20 juillet, puis j'allais pas démordre de ça. Ce que j'ai changé, c'est que j'ai mis pas mal plus de vélo que ce que je pensais. Puis finalement, ça l'a payé pour le Ironman, puis ça va payer pour le projet aussi. Je me trouvais un peu frêle, côté grosseur de cuisse au mois d'octobre, là, puis tu sais que je trouvais que j'étais pas super forte, puis c'est la seule chose qui m'inquiétait un peu plus de casser là, puis que de juste pas être capable de le finir parce que j'ai les quads explosés. Ça fait que j'ai mis beaucoup de poids sur mes jambes, puis on a eu la chance de s'associer avec un gym aussi de la région là, spécifique qui nous laissait s'entraîner dans le fond au gym gratuitement. Ça fait que là on a pu mettre beaucoup de poids sur les jambes, puis je faisais au moins 2 longues sorties de vélo par semaine, tout le temps en break workout comme ça l'aidait mon Ironman, mais en même temps ça me développer une endurance. Ça a été ça tout au long de l'hiver. Là, c'était un 6 mois assez intensif d'entraînement là, pour le projet, pour être sûr que on le commence avec au moins la mentalité que ça sera jusqu'à la fin. Là. Le body sera jusqu'à la fin. Là. Moi, c'était ça qui était important pour moi, puis la nutrition aussi. Ça a juste été beaucoup de volume. C'était surtout ça, beaucoup de volume. Intéressant. De ton côté, Pierrick, comment on se prépare plus spécifiquement pour affronter le GR A1? Moi, je pense que j'approche ça, tu sais, que tu fasses, mettons, le Thor ou 650, tu sais, peu importe la distance, étant donné que c'est un multijour, comme je pense pas que tu as besoin, mettons, tu pourrais te préparer pour comme un 160, puis tu aurais assez de volume pour être capable d'enchaîner des journées. Si tu es capable de faire des bons week-end shocks, des 3 jours de suite avec pas mal d'impact. Je pense que l'élément crucial de cette préparation-là, c'est de se préparer avec le sac que tu vas utiliser. J'avais tenté de faire un petit fast-pack dans le Vercors il y a 3 ans. Puis justement, je m'avais entraîné avec un sac de 20 livres. Ça finit que le jour que je pars, mon sac, il pèse 28 livres. Mon genou, il implose presque là, après 3 jours parce que l'impact, c'est ton genou n'est pas prêt à l'impact. J'avais pas du tout préparé une sortie avec autant de poids. Puis même, je m'avais presque pas entraîné avec un sac pesant.
Donc, c'est ce que j'avais fait l'an passé pour les Alpes. Je m'avais énormément préparé. J'avais fait énormément de D+, D- à Tremblant avec le gros sac parce qu'on sait que, tu sais, D+, oui, il faut que tu l'entraînes, mais c'est probablement plus le D- qui va t'amputer une sortie, tu sais. Le Surtout, 8 livres supplémentaires sur le dos à chaque pas de D-. exact. Je me rappelle pas c'est quoi le chiffre, mais ça me semble que j'avais déjà entendu que ton poids x4, c'est l'impact que tu mets quand tu cours sur asphalte sur le plat. Je sais pas si c'est une statistique qui est vraiment prouvée, mais dans tous les cas, on le sait qu'il y a un impact sur les articulations à chaque pas. Imagine en descente, imagine avec 28 livres sur le dos. Fait que Exactement. c'est pas mauvais de se préparer. Fait que là, tu sais, là, c'est sûr que j'aurais pas un sac de 28 livres. Là. Je pense que j'y vais plus sur un 15-16 livres parce que merci aux produits qui se développent, qui sont de plus en plus légers. Mais tu sais, fait que c'est beaucoup de préparation avec le sac. Puis, étant donné qu'on peut pas faire autant de volume qu'on voudrait, que ce soit par le temps ou juste la capacité, là, je peux pas rentrer 300 km par semaine avec le sac. Je fais énormément de muscu. Annabelle a dit, tu sais, on a un gym qui nous a aidés. Donc, c'est des plans d'entraînement qui sont focus sur les articulations, puis tu sais, d'être capable d'encaisser énormément de volume. Tu sais, mettons, tu fais une grosse semaine à 100 km, 120 km avec le sac, pas de sac, mais là, tu rajoutes 2-3 séances de muscu, ben tes jambes sont pétées la fin de semaine. Là. Fait que, tu sais, tu commences à faire des longues sorties sur des jambes qui sont déjà pétées, ben là, tu vas avoir pas mal plus tu sais, d'ajustement, puis c'est probablement ça qui aide le plus. Là. Est-ce que le choix du QMT 135 avait un lien aussi avec le territoire où tu t'en allais faire 650 km? C'est sûr que le QMT, honnêtement, je l'aime pas particulièrement le QMT, mais il est tellement bien placé. Tu sais, le 110 l'an passé, j'avais fait justement en préparation pour les Alpes. J'avais décidé de faire la même chose cette année sur le 135. Là, l'année passée, ça fait super bien été, cette année un peu moins. Mais c'est quand même, tu sais, un 30 heures sur les jambes qui me montre que mon corps est prêt à faire ça parce que pas une seule courbature le lendemain. J'étais Wow. complètement explosé niveau énergie, mais On aucune s'attend à rien de courbature. moins. Donc, c'est quand même particulièrement c'est une bonne nouvelle pour un projet que je vais enchaîner plusieurs distances. Donc, le QMT était absolument un test pour voir si le corps allait tenir. Puis, honnêtement, ça va bien. Tu disais que le QMT, c'est pas seulement un parcours qui te plaît selon tes aptitudes ou selon ce que tu aimes dans le sentier. Tu le sais que les Chic Chocs, c'est pas mal pareil, là, dans le sens que c'est des petites montagnes entre guillemets avec des faces de singe puis du technique en masse. Mais Est-ce que mentalement, tu redoutes de te retrouver dans un contexte comme ça où ça avance pas vite, comme on peut se retrouver dans le Mestashibo ou ailleurs? Honnêtement, c'est pas le Mestashibo qui m'a... Comme, c'est pas le parcours du QMT que j'aime moins. Comme c'est vraiment bien. Genre le Mestashibo, tu le sais que c'est difficile. Ben, si ça va pas vite, ben tu le sais que c'est difficile dans tous les cas. Mais cette année, tu sais, ce qui était plus difficile, c'est que j'ai tellement bunké fort que tout était vraiment plus long. Mais en même temps, nous, on est pas loin des Adirondacks. Fait du technique lent, là, les Adirondacks, c'est ça. Là. Fait que, Ah oui. tu sais, on se prépare, j'y retourne en fin de semaine en plus pour, tu sais, peaufiner mon matériel. Mais je m'entraîne dans quand même du technique. Donc, tu sais, je m'attends à ce que ça aille pas vite. On verra rendu là comment je vais m'adapter. Mais je vais tout découvrir. Fait au moins, ça va toujours être du nouveau. Là, c'était la troisième fois que je faisais le parcours du QMT. Je le connaissais. Fait que déjà, quand tu le vois, tu le sais que la partie de pas le fun s'en vient. Ouais. C'est comme, bon. Parce que là, tu le sais pas. Fait que t'avances, Exact. tu découvres, puis les vues sont à couper le souffle. Fait que ça va en avoir plein les yeux, plein les jambes. Je vous sens les trois en confiance avec le défi qui s'en vient. Je trouve ça vraiment beau. Je pense que vous avez fait vos devoirs. Vous avez une approche qui est méthodique, qui semble tout à fait connectée aussi avec vos feelings, mais vous savez ce qu'il y avait à faire pour se rendre là. Puis je vous sens les trois à quelques jours du départ, prêts, physiquement, mentalement. Parlons maintenant du départ. Le deuxième tour de table que j'ai envie de faire, c'est de parler de comment vous le découpez. Puis c'est quoi la stratégie? Tantôt, vous parliez que vous aviez des crews, que Ben t'allait être suivi, qu'Annabelle t'allait avoir ton père qui est dessus aussi. Comment vous préparez? Comment vous divisez ce projet-là? Comment on gère la nutrition pendant qu'on nage? Ça, c'est la question... Tu sais, les questions niaiseuses qu'on entend quand on fait du trail, puis qu'on trouve ça drôle chaque fois que le beau-frère ou le mononcle te pose la question. Je serai ce mononcle-là qui te demande « Mangez-vous dans l'eau? » Ben, je te laisse commencer. Ben,
En fait, ben, par rapport à ça, moi j'ai jamais appris à manger là. Je me suis Ouais. entraîné. Non mais pour vrai, en natation, c'est quelque chose qui n'existe pas là. C'est comme ouais, t'entraînes-toi à 5 heures aujourd'hui, mais mange pas. Puis tu sais, nous autres, c'était fou là, quand on voyait quelqu'un arriver avec une barre sur le bord de la piscine, on était comme voyons donc, cette personne est incroyable. Comme on comprenait pas ça, ça existait pas là. Là, j'ai l'air d'avoir 50 ans, mais en natation, la nutrition, c'était comme un mot qu'il fallait pas que tu dises. Puis, en tout cas, on connaissait pas ça. Là, fait que là, maintenant, j'ai appris que c'était très important. Puis que ça faisait en sorte que justement, j'étais capable de finir mes distances. Donc, oui, à la nage, moi, je nage avec un try-suit. Fait que j'ai des poches, je mets ma nutrition à l'intérieur. J'ai une bouée que je mets cellulaire, barre là-dedans. Puis, fait que je nage, puis je sors une barre, je la mange, puis aussi simple que ça. Mais pendant le projet, je vais avoir quelqu'un qui va me suivre en kayak. Fait que là, je vais pouvoir avoir en masse de nutrition là, avec moi. C'est qui, c'est l'heureux élu qui va faire 3 fois 2 jours de kayak sur la rivière des Outaouais? Ben, en fait, j'ai ma copine qui va être qui est la kayakeuse en chef. Fait qu'elle, elle va combler les espaces vides. Donc, je vais l'avoir pour la première journée. Annabelle et Eric viendront pour la deuxième. Puis ensuite, j'ai des amis aussi qui vont venir à d'autres moments là, me suivre sur le parcours. Fait que quand même chanceux là, de pouvoir eux aussi là, faire partie de cette belle descente de la rivière là, qu'on va faire. Mais c'est sûr que, juste une petite parenthèse, l'année passée, quand j'ai fait avec Pierrick le tour de Gatineau, j'étais parti de Gatineau sur la rue Jacques-Cartier, descendu à la nage jusqu'à Buckingham. Moi, j'étais entraîné pour faire ça. Puis ma blonde, elle, était pas entraînée à faire 25 kilos de kayak. Fait que il y a un moment que j'ai dû l'attirer justement parce que elle avait des ampoules sur les mains. Fait que ça va être aussi justement un gros défi pour elle, là, puis pour ceux qui vont suivre en kayak, parce que 25 km de kayak, c'est pas rien. Là. Non, c'est Fait ça. que je pense qu'il va falloir que je les avertisse un petit peu là, qu'il faut commencer à s'entraîner. Là. Ouais, c'est ça. Il est rendu là, il est le temps, là. C'est la semaine prochaine, tu commences, dans Ouais, 2 ouais. semaines. On va avoir des ampoules. Mais Fait que ouais, c'est ça le plan de match. Puis tu disais, tu fais des exact. 2 jours consécutifs, une journée de pause. C'est quoi le plan? Est-ce que à ces journées-là, tu vas retourner chez vous, tu vas reprendre le lendemain à l'endroit où tu as arrêté, ou est-ce que tu campes sur le bord? Comment ça marche? Euh, comme je disais tantôt, là, ces projets-là, ça part d'un bord puis ça finit de l'autre bord la plupart du temps. Là. Fait qu'au départ, moi, je me disais, je vais tirer un kayak. J'aime pas ça organiser puis tout gérer, gérer des choses. Fait que c'est comme je vais juste avoir un kayak. Les bateaux vont me voir avec le kayak, puis je vais dormir sur le bord de la rivière. Après ça, essayer de vendre ça à ma mère, un peu plus compliqué, là, de dire que je vais le faire tout seul. Donc là, ça s'est peaufiné un petit peu. Je me suis rapporté à me dire non, non, je vais avoir quelqu'un. Fait que oui, ça va être. C'est sûr qu'il faut que je me garde un buffer un petit peu pour les intempéries. Je vais pouvoir nager s'il mouille. C'est très agréable pour moi, très peu agréable pour la personne en kayak, mais je vais pouvoir nager s'il pleut. Puis donc des 2 jours de nage, la raison pourquoi ça a été divisé comme ça, c'est qu'un 2 jours de nage, 2 fois 25 kilomètres, c'est quelque chose que je suis très confiant que je vais pouvoir faire. J'ai fait un gros week-end comme ça avait super bien été, pas de problème du tout. Puis encore là, la nage, c'est un sport que tu peux mettre de la distance parce que c'est relativement doux sur le corps. Fait que 2 journées de 25, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très réalisable. J'arrive confiant là-dedans. Une journée de repos, puis ensuite répéter ça. Puis on est quand même chanceux. Les accès à l'eau sont quand même assez faciles là, sur la rivière des Outaouais. On a une rivière qui est propre. Puis fait que je vais avoir des accès à l'eau. Ça tombe bien, c'est exactement, ça me fait des journées de 25 kilomètres. J'arrive pile à une sortie d'eau. Là. Fait que ça va être ça le plan. Ça semble très, très près, c'est très clair où c'est que vous en allez. Reste juste à savoir si les mains de vos kayakistes vont survivre à ces journées-là, mais là, rendu là, c'est pas ton problème. C'est ça. Puis moi, j'ai l'avantage aussi que j'ai pas besoin de me repérer. Là. J'ai pas besoin de mettre un itinéraire sur la montre, pas besoin d'avoir un GPS, faut que je descende. Fait que si à un moment donné, c'est trop dur, puis
je fais du surplace, c'est clairement que j'ai pris un mauvais chemin puis je suis en train de remonter le courant. Ouais. Question vraiment niaiseuse encore. La rivière des Outaouais coule dans la direction que tu fais. Ça a-tu un impact sur la nage? Entre nager dans un lac où l'eau est, je veux pas dire stagnante, mais je veux dire, il n'y a pas de courant dans un lac ou à peu près pas. Là, dans ce cas-ci, il y a un certain courant. Je l'ai pas vu souvent, la rivière des Outaouais. Y a-tu un bon courant? As-tu l'aide de Dame Nature là-dedans? Oui, c'est sûr. En réalité, tu sais, j'ai à peu près un aide en natation, on est au 100 mètres, là, le pace. Puis on est à peu près à 15 secondes le 100 mètres, fait que ça m'aide. Fait que c'est quand même un. Moi, je suis plus autour, tu sais, mettons pour ces 25 kilomètres-là, je vais être autour peut-être de une 30, une 35 le 100 mètres. Alors que pour des longues distances comme ça, dans un lac Meech, justement, où tu sais, faut tailler un pace que tu es capable de toffer pendant ça. Je vais être plus à 1,45 le 100 mètres. Donc, oui, c'est sûr que ça va m'aider, là. J'ai souvent la question, justement, est-ce que tu le fais à contre-courant? Ça aurait été tout un autre paire de manches, là. Fait que si jamais il y a des gens chez Hydro qui veulent ouvrir les écluses, les barrages pour me donner un petit peu plus de courant, ça serait très, très apprécié. Fait que je tends la perche à tous ceux que je connais qui sont chez Hydro. Fait que je lance l'idée si jamais. Sur le nombre d'auditeurs, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui est chez Hydro qui peut passer un appel. Fait que on lance ça dans l'univers. Annabelle, de ton côté, ces 3 jours-là, 1000 km, comment tu le découpes? C'est quoi l'organisation logistique? Dans ton cas, c'est des bons stretches, donc je suppose qu'on revient pas dormir à la maison après les journées. Hein? Non, c'est ça. Moi, l'organisation logistique, puis tu sais, en toute honnêteté, elle a changé aussi après le Ironman parce que j'ai pris confiance que j'avais pas besoin d'avoir toujours quelqu'un proche de moi. Ça veut dire que je vais avoir des ravitaillements à peu près aux 120 kilomètres. Je compte en faire 2 à 3 3 ou plus par jour. Mais ma première journée, dans le fond, moi, je vais relier de la rive nord de Montréal à Deux-Montagnes jusqu'à Lévis. Puis moi, ma famille au complet vient de Québec. Ça va être entre Lévis puis Matapédia, j'ai plusieurs domiciles chez qui dormir ou stationnements dans lesquels je peux camper dans ma voiture. Ça veut dire que dans le fond, ma planification logique, c'est que je vais avoir mon copain qui va me suivre pour la première journée jusqu'à Lévis. Puis après ça, ben lui, il travaille, ça veut dire qu'il doit revenir en Outaouais. Mes parents vont prendre le relais cette journée-là pour aller me ravitailler, dans le fond, ben à Montmagny, qui est d'où je viens. Puis que je vais aller directement manger chez ma grand-mère pour le dîner. Puis après ça, je vais me rendre jusqu'à Rivière-du-Loup. Puis là, qu'on va dormir en camping. Puis la 3e journée, dans le fond, c'est ma cousine qui va venir me chercher. Ce qui a aussi changé dans le planning, c'est que mes parents ont trouvé ça extrêmement dur à être Iron Parents, là. Ah ouais? Sur le bord de la ligne pendant 12 heures, là, ils étaient épuisés à la fin de la journée. C'est qu'ils m'ont dit, on peut pas te suivre pendant les 3 jours au complet, là. On survivra pas nos vacances. C'est que là, je l'ai découpé, tu sais, un peu comme Ben, là, j'ai pris un peu plus d'aide que ce que j'avais prévu, puis je l'ai découpé avec différentes personnes aussi, mais en sachant très bien que j'avais pas toujours besoin d'avoir quelqu'un proche. Tu sais, à une certaine distance, justement, si j'ai un problème mécanique, mais que j'ai pas besoin de me faire suivre en tout temps. Mais c'est dans le fond, c'est ça. Ma planification, c'est pas mal un 320 dans le fond par jour pour les 3 jours. Puis une petite group ride quand que Ben va arriver, qui va m'arrondir mon 1000 kilos. Il y a aussi, dans le fond, on a arrondi le chiffre parce que je n'ai aucun sens de l'orientation. Donc, même si je suis une ligne droite, les chances que je me perde sont assez élevées. Donc, je risque de faire un crush à quelque part, là. Mes collègues de travail me riaient de moi et m'ont dit de partir avec mon passeport au cas où, là. Je risque de faire un crush puis de manquer la mauvaise sortie. Puis ça me prend habituellement énormément de temps à me rendre compte que je suis pas sur le bon chemin. Donc, c'est pour ces petits crushs-là que je veux avoir quelqu'un de proche aussi, là, juste au cas où que je suis bien loin. Mais ça va être ça. La nourriture sur le vélo, c'est quand même assez simple, là. Puis là, j'ai pu le tester aussi pendant le Ironman. Moi, j'enchaînais des barres exactes comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis ça allait vraiment bien. C'est ce que je risque de faire aussi, mais en ayant des repas complets aussi à peu près aux 120 kilos juste pour m'ordonner un peu d'énergie, là.
Puis quelques ravitaillements de dépanneurs, je suppose, moi, je suis pas, comme je l'ai dit, je suis pas un grand cycliste, puis je connais pas beaucoup ce sport-là, mais j'ai reçu Henri Do à mon podcast, puis je le suis sur les médias sociaux. Ça a l'air d'être quand même pas pire, les ravitaux couche-tard à travers le Québec. Plein d'options pour manger. Écoute, l'autre fois, c'était un pâté chinois qui a mangé sur son bike. Fait que... Les ravitaux couche-tard, là, c'est quand même, ça vaut la peine, là. Moi, je suis quand même fan de liqueur, là, quand que je fais du vélo, là, ça va que je vais y penser longtemps à mon crush à l'orange que je vais aller chercher au dépanneur après 120 km, là. C'est excellent. Fait que le plan est clair, c'est un plan familial, j'adore. Un peu quasiment sur les traces de ta famille, parce que tu disais que tu viens de Québec, que tu as de la famille à Montmagny, fait que tu vas pouvoir avoir des visages connus tout au long de ton parcours. C'est trippant. Ouais. Dans ton cas, Pierrick, c'est comment qu'on planifie un 650 km avec peu de points d'accès facile, disons-le comme ça, avec une logistique qui est toujours complexe dans les chic-chocs, dans ces secteurs-là, puis pas de réseau cellulaire dans la plupart des endroits. Ben, comme j'ai dit tantôt, au départ, je tentais le FKT, fait que la logistique était assez simple. Tu pars avec ton BV, tu envoies des boîtes, puis tu avances. Mais là, étant donné que je tente plus le FKT, je me suis lourdement compliqué la tâche. Donc, tu sais, j'ai décidé de changer de sac. Ce que j'avais fait dans les Alpes aussi, c'est qu'au départ, j'étais parti avec un plus gros sac parce on dormait plus dans les refuges. Puis, la fin des Alpes, ma soeur me suivait, donc j'avais juste une veste de course 12 litres, juste pour avoir du matériel d'urgence, la bouffe, puis on faisait la journée. Donc, les 2 premières journées, ce que j'avais fait, dans le fond, étant donné que je tentais le FKT, j'avais copié les premières journées de Rémi pour me mettre sur ces mêmes bases, puis après, essayer d'aller couper du temps plus loin parce que lui avait eu pas mal de problèmes sur la fin de son aventure. Fait que mes premières journées, c'est comme des 80 kilos. Puis là, Annabelle va être ultra importante dans ce moment-là parce qu'elle va venir m'aider. Dans le fond, je dors dans des refuges qui sont offerts par le SIA, mais elle va venir m'amener mon matériel pour dormir les 2 premiers jours pour que je puisse seulement courir avec ma veste. Puis après 2 jours, je vais changer de sac pour toute la portion qui est dans les montagnes, fait que ultra isolé. Là, je vais être tout seul avec mes boîtes qui sont également offertes par le SIA, le ravitaillement. Puis, une fois que je vais arriver à Mont-Albert, ben là, le crew qui filme vont être là, donc on va faire plein d'images, mais ils vont pouvoir me ravitailler en nourriture. Puis ensuite, c'est directement à la côte. Donc, une fois que j'arrive, je pense que c'est Mont-Saint... J'ai oublié le nom. Mont-Saint-Pierre, ouais. Merci. Mont-Saint-Pierre, une fois que j'arrive là... Paraît-il que tous ceux qui ont fait la SIA dans ce sens-là disent que l'arrivée à la mer, quand tu sors du bois, quand tu sors des montagnes, il paraît que mentalement, il y a un déclic. Mais 100% des gens à qui j'ai parlé, qui ont fait le SIA, disent qu'il y a quelque chose qui se passe là qui est unique, parce que ça fait des jours que tu trimes dur dans des montagnes qui n'ont pas de sens, puis là, t'arrives, puis tu vois plus loin que 4 mètres au bout du sentier. Là. Ben oui, quand je préparais justement l'itinéraire, j'écoutais tous les podcasts avec tous ceux qui l'ont fait. Puis c'était tout le temps comme quand j'étais en plein dans ma tente, tout ce que je pensais, c'était sortir de là puis d'arriver à Mont-Saint-Pierre. Mais c'est ça, fait que justement là, je vais arriver à Mont-Saint-Pierre, puis là, ça va être plus facile d'accès. Fait que le crew qui fait le film vont venir m'aider. Puis ensuite, Benjamin va venir me rejoindre un peu plus loin, puis il va terminer. J'avais décidé de faire ma dernière journée, les 80 derniers kilos, j'avais décidé de le faire one shot, puis de faire une nuit, dans le fond, de courir une nuit pour gagner du temps sur Rémi. Donc là, ça ne sert plus à rien, mais je vais quand même le faire parce que c'est le fun de courir la nuit. Mais là, Benjamin va venir courir avec moi, fait que ça va être un excellent moment, justement, parce que c'est le fun de courir avec Benjamin, on court tout le temps ensemble. Mais aussi, ça va être comme probablement le point le plus bas de mon aventure. On est la nuit, ça fait 600 km que je cours. Ça va être le fun de partager ça. Donc, c'est un mélange de ravito, de personnes proches du projet, mais aussi de moments en itinérance complet. Ah oui. Puis côté sécurité, ça, je le disais, c'est très reculé, mais c'est aussi des sommets qui sont à découvert, c'est des sommets changeants. Moi, je me rappelle toujours du documentaire de Mathieu Blanchard quand il était avec Rémi Poitras, justement, sur le top de Jacques Cartier, puis que Mathieu, il me semble il pleure ou il raconte qu'il a pleuré en haut parce que s'il était comme qu'est-ce qu'on fait ici, on survivra pas. Je dis pas ça pour te faire peur, je suis certain que tu sais dans quoi tu t'embarques, mais c'est quoi qui est mis en place côté sécurité pour t'assurer d'être rejoignable ou d'être capable de caler les secours si quelque chose se passe?
Ouais, ben, tu sais, moi, je suis quand même jeune dans le sport, fait que j'ai encore un peu cette ignorance-là j'ai pas encore vécu comme une extrême peur dans un orage sur un sommet, fait que peut-être que ça va jouer contre moi, mais peut-être que ça va jouer avec moi aussi. Mais j'ai toujours le Garmin Reach qui va pin pour me retrouver, mais on a aussi le SOS du Garmin. Fait que ça, OK. c'est ultra important. Mais tu sais, j'ai toujours bivy de survie, couvert de survie. Tu sais, quand je vais être sur les gros sommets, je vais aussi avoir mon abri dans lequel je vais dormir, je vais avoir mon sac de couchage. Tu sais, je vais quand même avoir pas mal de matériel et de la nourriture pour, tu sais, essayer d'au moins être capable de survivre à une intempérie en attendant les secours. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je vais tenter de me préparer pour le plus extrême que je peux imaginer, mais il peut toujours avoir pire. Donc, tu sais, on va juste espérer que ça aille bien. Mais on a au moins le inReach, le téléphone, tu sais, on va essayer de préparer le plus possible. Un conseil qu'on dira jamais assez, mais quand il y a des éclairs, on ferme la frontale. Des fois, c'est un conseil qui semble pas naturel. Moi, je faisais Grindstone l'année passée, puis on a eu un orage de l'enfer, les arbres tombaient, c'était le bordel. Puis on était comme le début de la soirée, fait qu'il y a du monde qui avait ouvert les frontales, d'autres non, puis c'était pas tant nécessaire. Puis je me rappelle, je courais, puis je dépassais du monde, je me faisais dépasser, puis je le disais, fermez vos frontales, parce que c'est connu que la frontale ouverte avec des éclairs, quand c'est proche, là, c'est une belle façon de les attirer, fait que c'est le conseil que je donne. Puis d'après moi, courir avec des pôles en les levant vers le ciel, je pense que c'est pas recommandé non plus. Ah, c'est bon. Peut-être que Ça. les pôles, tu peux les mettre dans le carquois quand on est C'est mes seuls conseils de quelqu'un qui a pas fait le SIA. Je note. Merci. Pour d'autres conseils, je suis certain que si t'écris à n'importe qui l'a déjà fait, ils vont pouvoir te donner des conseils. Moi, je pense à mon ami René Morissette qui l'avait complété il y a 2 étés, je crois. Puis René a une approche très méthodique. René, c'est un vétéran de notre sport, c'est un gars d'expérience, puis il a fait le SIA en se planifiant les choses d'une manière assez méthodique, puis il a réussi dans un temps assez impressionnant aussi, fait que voilà, je lance ça dans l'univers. Si t'as besoin de conseils supplémentaires, je pense que René, c'est un bon allié, c'est un adepte du fast pack, un expert en la matière, fait que voilà, René, je te fais de la pub gratuite, désolé si ça inonde ton inbox. C'est très intéressant d'entendre comment vous êtes préparé, d'entendre comment vous allez accomplir ces projets-là. Maintenant, j'ai le goût de vous dire qu'il reste juste à le faire. J'ai l'impression que vous avez, tu sais, l'expression en anglais, retourner toutes les pierres. Là. Vous avez analysé sous tous les angles ce que vous aviez besoin de faire en préparation et dans l'exécution. Là, j'ai l'impression que vous êtes juste les 3 gonflés à bloc, prêts à le faire. Je me trompe-tu? C'est C'est sûr vraiment que ça. t'as pas le choix de commencer des grosses distances comme ça, naïf, un petit peu. Tu sais que ça va aller mal, là. Mais ça fait partie du fun, tu sais. Faire de la longue distance, moi, ce que je préfère dans la longue distance, c'est les bouts, les downs. Fait que, tu sais, comme des courses des 80, j'ai fait QMT, UTHC, Bromont, puis moi, ce que je préférais, c'était les moments où ça allait, ben, pas pendant que je le faisais, mais les moments où tu avais des gros downs, qu'il n'y a plus rien qui va, mais c'est de sortir de ça. Puis moi, c'est un petit peu, sachant que maintenant, c'est quelque chose que j'aime, sortir d'un creux, j'ai quand même hâte, veux pas, de le vivre dans un autre sport. Je l'ai vécu en ski, je l'ai vécu à la course, je l'ai vécu en vélo, mais de le vivre à la natation, ça m'est pas encore arrivé. Fait que c'est un petit peu quelque chose de voir, est-ce que ça va être des sensations qui vont être comparables? Si j'ai les jambes mortes, ça changera pas grand-chose, là. Mais j'ai hâte de voir justement en natation, ça va être quoi les sensations. Puis parce que les 3, on le sait, là, que en ce moment, on est prêt à partir, mais on sait que ça va être difficile, puis on sait que ça va être. Mais ça fait partie du fun du projet, là. Ben, votre expérience vous l'apprend, vous le savez, on le sait qu'il y a un mur qui va arriver. Mhm. Dans le sens que si, Mhm. peu importe à quelle hauteur, puis combien de fois, on vous en souhaite le moins possible, mais ça serait naïf de dire on part là-dedans, puis ça arrivera pas. Puis comme tu dis, une fois qu'on est dedans, c'est pas le fun. Une fois qu'on en sort, on vient de garnir le coffre à outils, puis c'est quand même très satisfaisant d'en sortir, puis de revivre. Notre projet à la base, là, c'est du dépassement de soi. C'est qu'on l'approche, puis habituellement, Pierrick est plus réaliste, là, mais là, il y a de l'air bien confiant aussi. Mais puis moi puis Ben, on est vraiment juste dans nous autres, on y va, passion, plaisir, puis ça va être dur, mais je dirais que tu t'en fous un peu de ça, là, parce que c'est ça fait partie de la game, ça fait partie de pourquoi on fait du sport aussi. Tu sais, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est un test mental. Tu sais, notre projet, au-delà du test physique, nos corps sont prêts.
c'est un test mental, mais ça va être le fun. C'est malade. Ça, J'adore. ça va être de passer du temps à jouer dehors, là. Fait que Ce n'est que ça. ça va être que du plaisir. Jouer dans la brousse longtemps, c'est ça. Exactement. Comment on va pouvoir vous suivre? Parce que là, au moment où ça va être entendu par les gens, vous allez être en train de le faire. Ben, tu vas être en train de nager. Annabelle, tu vas être sur le point de partir. Comment on peut vous suivre à travers ça? Vous parlez d'un InReach. Je sais que c'est sûrement pour la sécurité entre vous, mais est-ce que ce point GPS qui avance à travers le Québec, on va pouvoir le suivre? Ouais, ben, dans le fond, on a, tu sais, page Facebook, page Instagram. Instagram va probablement être l'endroit avec le plus d'updates. Tu sais, on va avoir Benjamin, ça va être probablement assez facile. Annabelle aussi d'avoir des updates constantes. Moi, ça va être un peu plus difficile, mais on va quand même essayer d'envoyer des updates. Le InReach va être public sur notre site web, qui est sur le site de la saga Maison Jeune, mais qui est aussi dans les liens Facebook puis Instagram de nos comptes. Donc, c'est assez facile de nous suivre à partir de là. Je le Mais mettrai dans les liens de l'épisode aussi, pour ceux qui écoutent. C'est Parfait. disponible là, juste en bas. excellent, merci. Mais exactement, donc, tu sais, pour du contenu, ça va probablement être plus Instagram, Facebook, puis la trace GPS sur notre site web, là. Puis un documentaire en Puis on préparation a qui va aussi, suivre. ouais. Puis en même temps aussi sur Instagram, dans nos liens, on a aussi la levée de fonds là, pour les maisons de jeunes Ben oui. qu'on fait là, puis qu'on va faire. On va essayer de promouvoir pendant notre projet, là. Ben oui, ben si vous écoutez en ce moment puis vous êtes aussi inspiré puis craqué que moi je le suis, je vous incite à aller dans le lien que j'ai mis aussi en bas quelque part, là, il va y avoir beaucoup de liens, mais d'aller donner, c'est le lien le plus important, c'est ça. Ceux et celles qui connaissent des Est-ce jeunes que ou je vais qui te- en ont eux-mêmes profité des maisons des jeunes, vous le savez à quel point ça change des vies, fait que allez faire un petit don. Fait qu'est-ce que on va te retrouver l'année prochaine avec un podcast pas sorti de l'eau? Ben là, je sais pas si tu me donnes le goût. Tu m'impressionnes, ça, y a aucun doute. Quand quelqu'un fait un sport qu'on connaît pas ou qu'on connaît peu, c'est sûr que ça impressionne encore plus. Mais est-ce que je vais... Je sais pas, moi, je suis très loin, là. Faire des défis en vélo, ça pourrait être un beau défi d'un jour parce que j'ai fait du vélo en masse quand j'étais jeune, mais là, j'en fais plus, mais il y a une connaissance. Mais nager, je te jure, je pense même pas que j'ai une semblant de quelconque technique qui ressemble à quelque chose. On est dans le même Ça serait bateau. de très loin. Mais... Hein, sait-on jamais. Hâte de voir ça. Vous le savez, moi, je t'amène toujours avec mes questions éclairnac, qui d'habitude, c'est une compétition entre mes invités sur la durée, à travers l'histoire de Pas sorti du bois. Là, dans ce cas-ci, on va jazzer ça un peu différemment. On va faire une compétition entre vous, pour le simple plaisir de mettre un peu de piquant à travers tout ça, puis de finir sur une petite note compétitive. Donc, j'ai 5 questions qui sont pas les mêmes, mais qui devraient être à peu près les mêmes durées à répondre, puis on va voir qui est le plus rapide. On va le faire dans l'ordre de votre défi. Fait que là, je sais pas, Pierrick, je sais pas si t'as des écouteurs dans les oreilles ou si tu peux te mettre sur mute, mais on va vous faire confiance, Annabelle et Pierrick, de vous retirer ça. Puis je vais sortir le chrono pour Ben. Fait que Pierrick, Annabelle, allez prendre une petite marche. C'est bon. On leur fait-tu Moi, je confiance, disais que Ben? j'étais pas compétitif. Ah, clairement. Mais moi, je disais que j'étais pas compétitif, mais pour des choses comme ça, là. On va voir s'il nous écoute. Veux-tu nous révéler un secret sur Pierrick? Il réagit pas? Mais le pied. Un secret. Non, je veux pas le secret, c'est juste que je voulais voir s'il écoutait. Nager, là. Ah, il sait pas nager, Mais ça, parfait. c'est pas un secret, là. Ben là, ça l'était pour ceux qui le connaissent pas. Puis regarde, il réagit pas. Fait qu'on est confiant. Est-ce que t'es prêt, Ben? Je suis prêt. Rivière ou lac? Lac. Eau froide ou eau chaude? Froide. Question NAC, citron ou ananas? Citron. Vélo ou course? Course. Outaouais ou Gaspésie? Outaouais. 14 secondes, Ben. Je sais pas si tu regardes de leur faire un grand signe, mais tu nous as fait un 14 secondes. C'est le temps de référence. Donc, Annabelle, tu peux les remettre. Pierrick semble parti. Fait que... est-ce que tu nous entends, Annabelle? Là, je vous entends. Est-ce que tu as pu percevoir les questions que j'ai posées? Pas du tout. Excellent. Fait que, Ben, tu peux rester parce que tu as déjà répondu. Fait qu'il n'y a pas de pression là-dessus. Pierrick semble parti. Fait qu'on va lui faire confiance. De toute façon, comme je vous dis, c'est pas les mêmes questions pour tout le monde. Fait que, Annabelle, tu me dis quand t'es prête, je te pose 5 questions. Je suis prête. Asphalte ou gravel? Asphalte. Monter ou descendre? Monter. Question NAC, bar ou gaufre? Gaufre. Course ou natation? Course. Outaouais ou Gaspésie? Outaouais. Et là, Ben, tu t'es fait ramasser. Mais je pense que c'est juste une question qui s'est
par rapport à son sport. Tu sais, le vélo, ça va plus vite que la nage, c'est tout. Mais Annabelle, 9 secondes, c'est maintenant le temps de référence parce que Ben avait fait 14. Mon Puis, Dieu! D'habitude, puis je vous c'est lui qui pose- parle vite. Ben écoute, on va accuser peut-être un petit peu le délai parce que je pense que Ben est dans un fuseau horaire qui est différent. Fait qu'on va mettre ça sur ce dos-là, ce 5 secondes de différence-là. Je sais pas si Pierrick va nous entendre ou s'il est parti indéfiniment, mais à date, les deux, quand je vous ai posé la question sur les deux sports que vous pratiquez pas dans le cadre de Sur la ligne, vous m'avez répondu la course. Pierrick, est-ce que tu es de retour? Ok, c'est mon tour, là. C'est ton tour. Les deux autres ont déjà performé. Je te dirai pas qui est en tête, mais j'ai 5 questions pour toi. Est-ce que c'est J'ouvre des mon gros chrono. temps? Pardon? Est-ce que c'est des temps compétitifs? Le deuxième temps, il est tough. Ah ouais, Il est Annabelle aussi forte, tough que toi qui essayais de t'aligner sur le temps de Rémi Poitras. Oh là là. Ok. Et Ok. c'est le même chiffre en plus. OK, bon. Ouh! Pierrick, tu me dis quand t'es prêt? Ok, vas-y. Route ou trail? Trail. Des plus ou des moins? C'est plus. Questionnaire, calories liquides ou solides? Liquide. Vélo ou natation? Vélo. Outaouais ou Gaspésie? Outaouais. Oh, on a une égalité à 9 secondes. Donc, Annabelle et Pierrick, vous faites chacun 9 secondes. Si on se fie au dixième de seconde, Annabelle, tu l'emportes. Mais aux questions avec l'arnaque, je vais jamais dans les dixièmes de seconde. Puis tu sais, le trail, hein, c'est un sport où on finit ex aequo main dans la main. Donc, Pierrick et Annabelle, vous finissez ensemble. La bonne nouvelle, Ben, c'est que tu es sur le podium. Tu finis 3e. Donc, félicitations. Donc, 9 secondes pour Annabelle et Pierrick. J'ai pris le temps de noter vos réponses parce que je vous demandais chacun les deux autres sports. Qu'est-ce que vous allez répondre? Puis, Annabelle et Ben ont répondu la course comme étant leur sport entre les deux autres qui pratiquent pas dans le cadre du projet. Pierrick, j'ai pas capté, ça allait vite. Qu'est-ce que tu as répondu? Vélo-natation? Ah, c'est vélo 100%. Le moi, vélo, je lâche ben, pas. c'est sûr que tantôt pour tester si tu nous écoutais, j'ai demandé à Ben un secret à ton sujet. Puis il nous a partagé que tu savais pas nager. En tout cas, que t'étais pas un bon nageur. Je sais pas s'il a dit qu'il ne savait pas nager. Ouais, mais c'est ce qu'il a révélé, puis ça nous a permis de tester si t'écoutais parce que t'as pas bronché quand Ben t'a roasté comme ça devant tout le monde. Ça fait une couple Fait de que, fois qu'il me roast sur ça, là, en public. Écoute, tu vas avoir 8 jours, 9 jours de SIA pour penser à ton callback. Fait que t'as le temps de préparer la réponse à ça. C'est bon. Il va revenir à Gatineau à nage dans le club. Imagine, à contre-courant, lui. Lui, au moins, il va à contre-courant. Ça va être tout un exploit. Et là, c'est un autre game, ça, je pense. Hein? Je pense qu'on le recommande pas à personne. Ça a déjà été fait? Parce que je sais que la nage longue distance, c'est un sport en soi. Puis l'autre fois, tu sais, vous connaissez l'algorithme TikTok peut-être, mais il est bon pour que quand tu regardes un peu trop une vidéo, il te pousse 60 000 contenus. Puis j'ai vu un gars qui appelle, je me rappelle pas c'est quoi son nom, mais c'est un nageur britannique qui mange comme un phoque, puis il a une shape vraiment pas de ce que tu t'imagines du nageur typique. Et le gars accomplit des affaires qui ont aucun sens. Puis je me suis mis à me faire pousser plein de contenus sur des traversées. Lui, il a fait le tour de Manhattan. Il a fait la traversée de la Manche, mais comme en battant les records partout. Est-ce que ça s'est déjà fait, le fleuve au complet? Le fleuve, il y a quelques personnes, je pense à Heidi Levasseur, qui justement un petit peu l'inspiration là, que j'ai eue de nager Gatineau-Montréal. Elle l'avait faite il y a 10 ans pendant que je nageais avec le club de natation de Gatineau. Puis moi, ça avait été... J'avais trouvé ça incroyable. Quelqu'un qui nageait Gatineau-Montréal, puis c'est un petit peu de là ça vient. Puis elle, dans le fond, elle avait fait Trois-Rivières-Québec d'un seul coup. Puis oui, c'est quelque chose qui est fait quand même souvent. Elle a fait Trois-Rivières-Matane, je pense, ou des choses comme ça, là. Fait que de la longue distance, mais c'est là aussi que justement les Britanniques que tu parlais tantôt, tout est remis en perspective. Il y a toujours quelqu'un qui fait plus en quelque part. Là. Cet été, il y a quelqu'un justement qui va faire tenter un record du monde de plus longue nage en eau de mer. Il va faire un 150 km pour se rendre de Kalvik à Monaco en Europe, 150 km sans arrêt, en dormant pas. Fait que, mais oui, la natation de longue distance, c'est quelque chose qui existe, qui est très peu commune parce que c'est pas tout le monde là, qui veut passer autant de temps dans l'eau. Mais oui, c'est quelque chose qui est quand même fascinant. Très impressionnant. Dans tous les cas, faire Gatineau-Montréal, je pensais pas ça possible, puis tu t'en vas le faire, c'est vraiment très impressionnant.
En fait, vous trois, vous m'impressionnez. Vous donnez le goût d'essayer des défis hors normes. Vous donnez le goût de donner pour votre cause. J'espère que les gens qui écoutent en ce moment, s'ils peuvent se le permettre, vont faire un petit don pour les Maisons des Jeunes, pour votre projet sur la ligne. On a hâte de voir le documentaire. En attendant, on offre, je pense, un bel épisode. Je pense qu'on peut s'auto-féliciter. Je pense qu'on a de quoi de vraiment intéressant pour donner le goût aux gens de vous suivre. J'aime toujours ça quand on sort un peu des sentiers battus du trail. Je veux pas, c'est un podcast typiquement trail, on a parlé de trail en masse, mais quand je peux faire un petit croche, ça permet d'explorer d'autres affaires quand c'est jamais trop loin de l'endurance, du dépassement de soi. C'était super intéressant de vous avoir. Donc, Ben, Annabelle, Pierrick, merci beaucoup de votre temps ce soir. C'était vraiment le fun de jaser avec vous. Ben, merci beaucoup à toi. C'était vraiment cool. Vous avez bien fait de venir me jaser à la Racine d'Or parce que vous avez semé une graine puis je vous ai pas lâché. On s'est écrit une fois de temps en temps jusqu'au moment où on s'approche. Puis là, au moment où les gens écoutent, c'est en train de se faire. Allez suivre sur les médias sociaux, sur la ligne. Allez suivre le petit point qui avance rapidement entre Gatineau et Forillon. C'est malade ce que vous faites. On va vous suivre. Puis j'ai très hâte de vous reparler quand on se croisera dans des événements trail ou peu importe, mais que vous racontiez cette histoire-là. Puis j'ai hâte de voir le documentaire aussi. Donc merci beaucoup à vous trois. Comme d'habitude, moi je termine les épisodes en remerciant David Hébert pour le design graphique du podcast, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est le partenaire principal depuis les tout débuts. Merci à Noctem qui m'offrait une excellente explosion New England IPA. On les remercie. Merci à Café Charlevoix, merci à Mox Mocktail et merci à vous trois. J'ai aucun doute que vous allez chacun vous rendre au bout de ce que vous avez lancé comme ça, puis il n'y aura pas de problème mécanique, il n'y aura pas de problème météo, il va faire beau, ça va être le fun, puis quand vous allez pogner des murs, vous allez triper à en ressortir, fait aucun stress pour vous, vous êtes beau à voir. Donc merci à vous trois. Puis à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail. Là, t'es fait à 33%. Le podcast 33% trail.